La dernière fois, je vous ai dit qu'on allait revoir un peu la VAR type et qu'on allait plus rentrer dans le vif du sujet, soit réécouter un call ou leur faire un jeu de rôle et expliquer les points. Mais finalement, on va pas faire ça parce qu'avec les one-one, avec Hugo, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un manque de compréhension sur la structure d'un appel et sur les points d'un appel de closing. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est que à tour de rôle, on va un peu vous interroger. On va vous dire par exemple brise-glace. Le brise-glace, il sert à quoi exactement? Et en fait, on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas tous les points de à quoi sert le brise-glace. OK? Et ensuite, je vais vraiment vous réexpliquer la structure type d'un appel de closing et surtout celle qui marche à 200% sur les challenges de Marcus, que ce soit challenge orga, bref, peu importe. Surtout sur la niche du make money. OK? Allez, nickel. Déjà, qui pourrait me dire, ceux qui lèvent la main, c'est encore mieux si vous pouvez participer. Qui pourrait me dire à quoi exactement sert un brise-glace, déjà pour commencer? Arthur. Tout d'abord, mettre en confiance le prospect, mettre à l'aise. Ouais, C'est avant de parler entre guillemets des choses sérieuses. Ça permet de mettre en confiance et puis l'appel comme ça est un peu plus chill entre guillemets. ouais. Oh, la voix, c'est du miel. T'as vu, c'est ce que je t'avais dit, Hugo. Ok, d'autres choses à dire, Arthur, ou pas? Bon après, s'il y en a d'autres qui veulent rajouter des choses, mais sinon, qu'est-ce que ça peut faire ça introduit entre guillemets, ça introduit notre vibes, la manière de parler quand même. Puis après, c'est tout. Ok, au top. Bah, merci. Mariam, si tu veux rajouter des choses. Moi, je dirais créer un climat de confiance et de sympathie avec le prospect. Yes, exactement. Marvin. Marvin, t'as pas ton micro si jamais tu parles. J'ai pas de réseau, les gars. Je sais. Ah, ouais, ça coupe. Sinon, écrit dans le chat. Bon, bah du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire en attendant que Marvin y récupère sa connexion? Donc il n'y a que Arthur, Mariam, Marvin et qui avait parlé d'autre? Je crois que c'est tout. Permettre de s'introduire. Ok, bah Kimber, tiens, t'as pas le micro. Explique explique-nous un peu, pardon, à quoi sert exactement un brise-glace. Les gars, je peux pas parler. Je me suis refait faire la gueule là. Ah merde. Mais genre, en fait, pour moi, c'est créer une passerelle entre moi et le prospect. S'introduire dans son intimité. Yes, exactement. Bon, du coup, je vais vous faire le petit retour. Pour moi, le brise-glace, il y a 4 points, il y a un objectif. L'objectif, ça va être vraiment de créer une connexion humaine avant de parler business. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a 4 points que vous devez retrouver dans votre brise-glace. Ok, déjà, de un, ça va être de détendre l'ambiance. En deux, ça va être casser le côté appel de vente. Parce que plus vous êtes en train de vendre, moins vous allez vendre à la fin de l'appel. Ensuite, en 3, ça va être de rendre le prospect réceptif à la suite. Donc vraiment, comme Kimber a dit et comme les autres ont dit aussi, s'introduire et projeter émotionnellement votre prospect avec vous dans l'appel. Et ensuite, le dernier point, ça va être créer une première impression professionnelle et chaleureuse. Ok. Le petit point que vous avez dit hier en montant en compétence pour votre posture un petit peu dans l'appel, la posture déjà, elle s'installe directement dès le brise-glace. Vous devez pas être trop corpo, mais vous devez pas être pote avec lui. Ok. Trop corpo avec Marcus, ça va pas matcher. Et trop pote, des potes, ils en ont. Donc, ils n'ont pas besoin de parler à vous s'ils ont envie de parler à des amis. Ok. Ça, c'est l'objectif et les 4 points vraiment pour le brise-glace. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rajouter des choses ou on est tout bon pour ce point-là? Hum, Vas-y. J'ai mis dans le texte 3 premières secondes. Ouais,
Les 3 premières secondes, elles sont hyper importantes. C'est une très bonne remarque que tu fais, Kimber. Pour vous-même donner un exemple un peu plus poussé sur ça, c'est un exemple bête, mais c'est comme un hook d'une vidéo sur Exact. Insta, sur TikTok. Voilà. Si le Exact. hook, il est nul à chier, vous n'allez pas rester sur la vidéo. Si le Mort. hook, il est top, vous allez rester sur la vidéo. Bah, faut que le prospect il ressente pareil. Faut que dès les premières secondes de votre appel, bah, en fait, vous donnez ce climat de confiance, vous mettez la bonne vibes et comme ça, le prospect il va rentrer dans votre vibes avec vous. C'est pour ça, je me permets, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vendeurs, ils font des vocalises avant le premier contact, d'accord? Ils s'échauffent la voix et tout, ils se mettent dans une hype. Et du coup, dès qu'ils ont le contact, en fait, eh ben, ils transmettent la hype, tu vois? Yes, exactement. Et moi, c'est un très bon retour, encore une fois, que tu fais, Kimber. Et moi, T'inquiète. je le faisais beaucoup, ça. À chaque fois de prendre une appel, je faisais ah oui, ah, comme ça, comme un con. Je créais dans Mm. ma chambre, mais au moins, ça me débloquait vraiment toutes les cordes vocales. Et ensuite, bah, j'avais une voix, j'étais beaucoup plus énergétique dans les appels, etc. Et toujours parler comme Kimber avec le smile, c'est hyper important parce que ça se ressent en appel. Dès que vous souriez, le prospect, il va le ressentir, il va sourire aussi et l'échange il sera beaucoup plus agréable pour lui comme pour vous. OK? Allez, nickel. Ensuite, qui est capable de me dire à quoi exactement sert le cadrage d'appel? Vas-y. Attends, juste, Hugo, est-ce que tu peux enlever la main de Marvin? Je ne peux pas le faire là. Yes. Hop. Donc, je le fais. Ah, Nickel, c'est bon, il merci. est. Nickel. Vas-y, Thomas. Ouais, bah, première chose, c'est. Alors, je donne un point ou je peux dire tout ce que. Vas-y, dis pour toi tout Ok. ce qui fait le cadrage. Bah, cadrage, déjà, tu peux dire combien de temps va durer cet appel. Deuxième Alors, point, ne me dis pas ce que tu dis dans ton cadrage, mais plutôt à Ah. quoi il sert exactement. à quoi il sert? Bah, en réalité, tu cadres l'appel. Bon, c'est un peu simple dit comme ça, mais l'idée, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cet appel? Donc, première chose, bah, apprendre à mieux le connaître. Deuxième chose, parler de la sélection. Super important. Sélection slash urgence, tu vois, critères de sélection, urgence. Et troisième point, dire que, ok, bah, si vraiment tu vois, tu valides ton prospect, derrière, tu peux lui parler de l'accompagnement. Mais c'est pas lui qui va driver. En fait, c'est vraiment prendre le leadership du call, le cadrage, c'est super important. Ouais. Alors, mettre l'urgence et la sélection, tu peux le mettre dans ton cadrage, effectivement. Après, pour moi, c'est pas là où tu vas lui. En fait, c'est juste après où tu vas lui parler de l'accompagnement et tu dois lui demander s'il est là pour l'accompagnement. Hmm. Ça a pu, c'est comme ça, mais je vais m'expliquer juste après. Mariam, Moi, j'allais parler de leadership. Je sais pas si ils en ont parlé. C'est surtout pour asseoir son leadership, en fait, et prendre pas forcément le contrôle sur l'appel, mais faire comprendre, au fait, en gros, au prospect, en fait, qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. yes, exactement. Exactement, exactement. Est-ce que tu as un autre point ou pas? Euh, Là, tu vois, ça met dans le bain tout de suite le prospect, quoi. Ça lui Ok, fait comprendre, en fait, que voilà, c'est du sérieux. On n'est pas là pour rigoler, quoi. yes, nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire ou pas? Non. Vas-y, Kimber. J'ai mis dans le truc, là, bordel, vous me faites parler. Euh, En fait, l'idée du cadrage, c'est tout simplement en fait d'apporter une projection claire de l'enjeu de l'appel. Parce qu'aujourd'hui, il est bien plus simple de comprendre un enjeu que quand on t'explique effectivement les différentes étapes. Par contre, si on ne te dit rien, à un moment donné, tu ne vas pas te focus sur l'importance de l'appel. Et donc, tu risquerais tout simplement de passer à côté. Donc, il est important lors du cadrage, et je suis sûr que vous vous foutez de ma gueule, Non, du tout, on t'écoute. il est important lors du cadrage, effectivement, d'apporter une projection claire avec un enjeu clair de cet appel. Comme ça, le mec, en fait, il le conscientise immédiatement et ça permet de le préparer, en fait, clairement à ce qui va suivre. Nickel, nickel, nickel. Je vais même rajouter un dernier petit truc, mais merci Kimber. Si vous voulez, dans le cadrage, il y a 3 points qu'il faut respecter et il y a un objectif, si vous voulez. Le premier point, ça va être de poser les règles du jeu dès le début.
Ensuite, le deuxième point, ça va être de donner une structure qui va être claire à l'appel. Et le troisième point, ça va être d'installer ta posture d'expert. Ok? Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Quand vous faites votre cadrage, bah, comme j'ai dit, il faut installer la posture. Mais si vous n'avez aucune posture, bah, en fait, votre prospect il va moins vous écouter. À chaque fois, je donne un exemple. C'est si moi ou Hugo vous donne un conseil pour devenir milliardaire, alors que nous deux, on n'est pas milliardaires, bah, vous allez beaucoup moins nous écouter que si c'était Elon Musk qui vous donnait un conseil pour devenir milliardaire. C'est exactement le même principe dans vos appels de closing. Il faut que votre prospect, il vous voit comme un putain de GOAT de l'e-com. OK? Et comme ça, bah, l'écoute active, elle va être beaucoup mieux. Parle. Je parle pour toi. Comme ça, l'écoute active, elle va être beaucoup plus active, pardon. Et votre prospect va beaucoup mieux vous écouter et il va aussi vous idéaliser un petit peu grâce justement à cette posture. Et il y a un point qui est hyper important à faire après votre cadrage, c'est toujours lui demander, et je tiens à mettre l'accent sur un mot, ça va être le concrètement, mais toujours lui demander concrètement pourquoi il a pris cet appel avec nous. Ok? Ça, c'est trop important parce qu'il y a deux manières de gérer ça. Soit il va vous dire direct, je suis là pour l'accompagnement, je suis là pour me lancer. Soit il va vous dire qu'il est là pour se lancer, mais aussi pour de la prise d'information. Et s'il est là pour de la prise d'information, et si même il vous dit uniquement qu'il est là pour de la prise d'infos, c'est à vous en fait de traiter cette objection en amont. Parce que c'est ce qui va vous permettre de plus avoir d'objection à la fin de votre appel. OK? Donc s'il est là pour traiter les objections, pardon, pour des informations, OK. Est-ce qu'aujourd'hui tu es uniquement là pour prendre des informations ou tu es là pour vraiment atteindre tous tes objectifs et te lancer en e-com? Bah non, je suis là pour me lancer, mais aussi pour de la prise d'information parce que je ne sais pas ce que vous proposez. OK. Mais on est d'accord que pour l'instant, c'est uniquement parce que tu ne connais pas ce qu'on propose, mais tu es là pour te lancer avec nous et partir du coup sur un accompagnement. Et en fait, il faut vraiment aller chercher le oui, je suis là pour me faire accompagner. Oui, je suis là pour me lancer en e-commerce. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué ensuite pendant le call et vous risquez d'avoir beaucoup plus d'objections à la fin de ah mais je sais pas, ah mais j'ai besoin de réfléchir, ah mais le budget. Et en fait, c'est ça qui va pousser à toutes sortes d'objections si vous voulez. OK? Nickel. Muriel? Ah, pardon. Non, non, mais enfin, je voulais intervenir juste avant toi, du coup, bah, t'as tout dit, donc j'ai rien à rajouter. Ok, nickel. Arthur, tu avais levé la main aussi, tu l'as enlevé. Je sais pas si. Non, Ok, j'ai pas de question. ok, nickel. Timber. Oui, alors c'est un petit détail, mais malgré tout, vu qu'on est dans une chronologie, il faut d'abord lui demander s'il est d'accord avec le cadrage, hein, avant de lui poser la question. S'il est d'accord avec ce qu'on a effectivement précisé donc, sur l'enchaînement. C'est-à-dire. Ben, lors du cadrage, on lui demande aussi qu'à la fin du call, qu'il soit en mesure de se lancer ou pas. Non. Ah, merde. Bon, ok. Ah ben, faux. Non. Je vais vous donner vraiment la trame. Euh, je vais dire ça, mais c'est pas pour me mettre en avant ou pour faire le prétentieux ou quoi que ce soit, mais qui m'a permis de faire des mois et des challenges à 91% de taux de conversion sur Marcus. Ouais. C'est vraiment la trame que j'ai utilisée, que j'ai construit moi-même depuis le début, en 3 ans avec Marcus. Et vraiment, cette trame-là qui m'a fait exploser les stats, si vous voulez. Donc, en soi, c'est bien comment dire, de mettre la décision et investissement dans le cadrage, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux de la faire après. Ouais. OK? Ensuite, on passe au storytelling. À quoi sert le storytelling? Ah, Hugo, tu avais un truc à dire, pardon? Yes, après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de closer. Là, ce que Gabin essaie de vous montrer, c'est comment lui il close. Donc, par exemple, moi ce matin, je vous ai montré comment moi je closais pour ceux qui étaient là. Du coup, là, c'est vraiment essayer vraiment de prendre du recul et regarder comment une personne, par exemple, qui a eu 91% de taux de close, construit son pitch. Voilà, aussi simple que ça. Après, bien sûr, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il y a toujours des axes d'amélioration. Par exemple, vous voyez, par exemple, la question que Gabin lui pose à la fin, concrètement, pourquoi tu as pris cet appel avec nous? Moi, par exemple, je la pose avant mon cadrage. Je lui fais, écoute, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir dans quelle optique tu es. Tu es plus dans une optique de faire de la prise d'information ou potentiellement de lancer. Okay, c'est différents types de closing, mais c'est des closings du coup qui sont propres à chacun. On a tous des personnalités différentes. Si par exemple vous recopiez le script de Gabin, à tout moment vous n'allez pas mieux closer que lui parce que ce script-là ne vous appartient pas. C'est comme par exemple si moi je passe par exemple mon script à Gabin, je sais qu'avec Gabin on est super différents. Je pense que vous l'avez tous remarqué quand vous venez dans certains one-one, on est super différents. Moi je suis super énergique, moi je pète dans la gueule de mon prospect.
Si Gabin, il prend mon script, bah, il va y voir aucun intérêt parce que c'est pas son script, c'est pas la manière dont lui il parle, c'est pas la logique que lui il va utiliser dans ses appels. Ok. Mais écoutez bien ce que vous dit Gabin, c'est super important. Ok. Yes. Dans tous les cas, chacun, comme Hugo il dit, a sa façon de closer. Mais il faut quand même, dans tous les cas, que vous utilisez une structure qui va être plus celle d'Hugo ou la mienne, vous devez avoir vraiment une structure claire. Et le seul point que je peux vous dire que j'ai remarqué en vraiment des années d'expérience avec des centaines de personnes formées, etc., c'est que vous pouvez pas en fait faire 2 points en un. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez pas mélanger 2 points en même temps. Ça ne marche pas. C'est juste impossible. OK? Donc, il faut vraiment que votre appel, il soit clair, net et précis. Brise-glace, ensuite cadrage, ensuite storytelling, ou alors si vous faites un truc avant ou quoi que ce soit, ça marche aussi. Mais il faut que dans tous les cas, votre point, ça soit unique. Vous faites vos storytelling, vous faites pas votre storytelling avec un peu de décision et investissement. C'est storytelling, tu finis ton storytelling, tu fermes ton point, ensuite tu passes à la décision et investissement. Et c'est comme ça en fait que que vous allez ne plus avoir d'objection à la fin de vos appels. Il faut que chaque point, une fois que vous avez terminé votre point, il soit verrouillé, qu'on revienne plus dessus et qu'on n'en parle plus. Ouais, Kimber. C'est telling, T-E-2-L-I-N-G. Hugo, les fautes d'orthographe. Je suis closer, je suis pas prof de français. Voilà, stop. Non, mais Du coup, au pire, comme je te l'ai dit, tu le changes-le. c'est ça? Voilà, là, t'es un goat. Ouais. Bon, essaye de parler, toi. À Allez, go. bientôt. Qui veut se lancer pour le but du storytelling? Ah, moi, je dirais bien Mathias, tu vois. Viens, on prend Allez, au pif. let's go. Il y a beaucoup qui se cachent, là. Ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai pas encore l'identité, l'archétype parfait de Marcus, tu vois. Vaut mieux, Donc, Mathias, vaut mieux Alors faire de la là, merde à 200% plutôt qu'essayer de faire quelque chose de bien, mais à 50%. Allez, essaye, go. Là, Mathias, parce que je pense que t'as pas très bien compris, c'est pas le storytelling de Marcus, là, c'est ton storytelling à toi. ouais, Est-ce ok. que déjà tu fais un storytelling dans tes appels ou pas? Alors moi, en gros, je t'explique. Bon, il y a brise-glace, machin et tout, etc. Donc ça c'est tout ce qu'on a vu. Après, moi, c'est simple. Je dis, bah, salut. Bah, moi, clairement, aujourd'hui, tu l'as vu par message. On a déjà échangé sur WhatsApp. Moi, c'est Mathias. Je vais pas revenir dessus. Moi, aujourd'hui, je suis associé de Marcus sur tout ça. Aujourd'hui, le but, c'est de parler de toi. Moi, je vais t'accompagner. Et vraiment, le but, c'est qu'à la fin, bah, on prenne une décision ensemble, qu'on s'accompagne et que ça soit un oui ou un non. J'ai pas forcément de storytelling parce que je suis pas à l'aise avec ça. Si le mec moi, aujourd'hui, tu vois, tu vas sur société.com, des trucs et tout, tu peux tout trouver de moi. Donc, je suis Mhm. pas à l'aise sur le fait de mettre un storytelling et derrière de pas avoir une vraie crédibilité sur le truc, tu vois. Ok, alors, C'est plus moi, dans ce sens-là, tu vois, parce que j'ai déjà discuté avec Théo, d'autres closers, Hugo, tout ça, eux, ils ont un bon storytelling, ils font kiffer le truc, il y a tout qui va derrière, enfin, ça passe, tu vois. ouais, Moi, pas trop, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis ok, plus en mode cadrage bien, en lui disant, écoute, ben, moi, je suis là dans ce but-là. Là, aujourd'hui, on va parler de toi. Moi, à la fin, je te dirai si on y va, si on n'y va pas. Mais ça se passe comme ça, tu vois. ok. Mais là, du coup, tu mélanges un peu les points. C'est le seul Ouais. truc que je pourrais te redire. Vraiment, verrouille ton axe du cadrage. Une fois que tu as fait ton cadrage, tu poses la question ou tu l'as fait avant comme Hugo, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, tu fais ta décision et ton investissement. Il faut vraiment que tu verrouilles tous tes points. Ouais, non, là, je t'ai résumé ça vite fait, tu vois, Ok, pour. ouais. Ok, Mais moi, j'ai pas. je peux donner un j'ai- conseil qui sont un peu dans la même situation que toi, qui sont pas à l'aise avec le storytelling. Partez du principe que si on peut trouver des infos sur vous ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Ok? Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de mentir dans votre storytelling. Moi, je connais des personnes qui font des 70-80% de taux de closing qui ont jamais menti une seule fois sur le storytelling. Tu vois? Tu peux très bien dire, bah écoute, moi, je vais être 100% honnête avec toi. Euh, j'ai commencé, j'ai fait, je sais pas, des trucs en étant commercial, etc. Ensuite, je me suis lancé dans le closing. Et puis, du coup, j'ai rencontré Marcus. On s'est associé sur toute la partie des nouvelles recrues pour l'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des sélections pour l'accompagnement. Ok, Et là, en parfait. fait, t'installes quand même alors tu le dis pas comme ça, faut un peu plus le travailler. Là, c'est vraiment un exemple. Mais au Ouais, moins, bien tu sûr. installes quand même ta posture de leadership dans le sens où c'est toi qui vas le sélectionner. Oui, oui, non, mais ça, bien sûr, non, mais je t'ai résumé le truc. C'est un peu ce que j'ai travaillé sur d'autres challenges et tout, donc Mhm. c'est assez OK. Mais en discutant avec Théo, en faisant des visios, des RP avec d'autres et tout, eux, ils ont un vrai storytelling, e-com, etc. Tu vois, un Yes. vrai truc un peu sympa. Donc moi, je n'étais pas trop à l'aise avec ça. C'est pour ça que je préfère plus assurer ma posture en mode
responsable et associé avec Marcus sur Ouais. le recrutement de profils de candidats qui sont hyper motivés à 200%, plutôt que dire ouais, voilà, moi j'ai pris l'e-com il y a 5 ans, machin, j'ai généré 30 000 dans ma boutique, etc. Tu vois. Ok. Non, bah si tu le fais et que tu arrives à mettre ta posture en avant aussi, ça marche tout aussi bien. Ok. Romain? Yes. Du coup, c'était. C'est quoi que je voulais dire déjà? Euh, Attends, j'ai plus en tête, c'est un truc de fou, j'ai un trou. Je voulais dire. T'inquiète, pas de souci. Allez, ça va le faire, Romain. On est avec toi. Mais c'était pour. C'est bon. En fait, le but du coup, c'est que le Leeds, il se projette en fait dans cette transition de OK, moi, il y a un an, j'ai pris cette décision de changer les choses, d'investir sur moi-même. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, si le Leeds, il valide ça, cette transformation, il va un peu nous idolâtrer. Et du coup, ça va apporter une crédibilité. Voilà, comme il dit Kimber, projection du rêve idéal. Et s'il se projette en nous, ça sera beaucoup plus simple pour la suite de l'appel. Exactement. T'as tout dit. Je vais quand même dire les 3 points et puis ensuite je vais développer un petit peu. Le storytelling, donc il y en a 3, ça va être le premier, engager le prospect émotionnellement. Ensuite, en 2, partager le point de départ, les difficultés et le changement. Et ensuite, en 3, c'est que le prospect il doit s'identifier à votre histoire. OK? Comment faire en sorte que le prospect, Kimber, je t'interroge juste après. Comment faire en sorte que le prospect il puisse s'identifier à votre histoire? C'est que dans votre storytelling, il doit avoir plusieurs points. OK? Il doit avoir votre avant, si jamais vous faites partie des personnes qui idéalisent un peu le storytelling et qui parlent qu'ils se sont lancés dans l'e-com, même si c'est faux. Il doit avoir le avant, donc ce qui s'est passé avant, votre vie avant, ça peut être, bah, moi par exemple, j'ai ni le bac ni le brevet, c'est la réalité. Bah, je dis voilà, je vais partir vraiment depuis le début pour te dire, je vais te parler cru, mais j'étais nul à chier à l'école, j'ai ni mon bac ni mon brevet. Et ensuite, je vais lui dire, et du coup, c'est ça qui m'a poussé justement à me lancer dans les coms et nanana, nanana. OK? Donc, vous parlez de votre avant. Ensuite, vous parlez de votre premier déclic. Donc, le déclic qui vous a fait vous lancer. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a fait vous lancer? Ensuite, vous parlez de l'échec, parce que peut-être que votre prospect, il aura déjà lancé une boutique et qu'il aura perdu de l'argent. Donc au moins, il voit qu'une personne qui fait beaucoup d'argent aujourd'hui, bah, il a quand même perdu de l'argent au début, ou alors que ça le rassure en lui disant que bah, tu as perdu de l'argent justement parce que tu n'as pas été accompagné et que tu as fait les choses d'une mauvaise façon. Donc ça, ensuite, une fois que tu as fait le avant, ton premier déclic, ensuite l'échec, tu parles de ton deuxième déclic. Ce qui a fait que du coup, tu t'es relancé, que tu n'as pas lâché l'affaire. Comme ça, le prospect, il va encore une fois s'identifier à ça, si jamais il a déjà créé une boutique ou non. Ou alors, il va s'identifier sur le fait que tu as réussi parce que tu as pris un accompagnement avec la team de Marcus. Ou alors que du coup, tu as suivi un accompagnement ou quoi que ce soit. OK? Et ensuite, vous parlez de votre réussite, de ce que vous faites aujourd'hui, un petit peu les résultats si vous voulez en dire, et que maintenant vous faites partie de l'équipe de Marcus, que du coup c'est grâce à ça aussi que vous gérez les sélections pour le challenge, etc. Le storytelling, il doit consister de tous ces points. Je les répète encore une fois, ça va être le avant. Ben voilà, Tom, il l'a mis dans le chat. Parfait. Merci, Tom. Le storytelling aussi, il rejoint le point que j'ai dit avant par rapport à Elon Musk. Si je vous donne un conseil pour devenir milliardaire, vous allez moins m'écouter que si c'était Elon Musk qui vous le donnait. C'est le même principe dans le storytelling, tout simplement parce que si vous dites que vous faites partie des sélections ou alors que vous dites que vous faites partie de la team de Marcus, que vous faites 150K par mois en e-com, il va beaucoup plus vous écouter que si vous dites que bah voilà, vous avez jamais fait d'e-com et que vous vous présentiez pas. OK? Donc, c'est vraiment pour projeter encore une fois bah, le prospect émotionnellement avec vous, qui s'identifie à votre histoire et partager le point de départ, les difficultés et les changements. OK? Thomas? Ouais, Attends, excuse-moi, Thomas Kimber, tu avais un truc à dire, je crois, juste avant. Ouais, en fait, justement, t'as tout dit parce que lors de cette projection, il est important justement de se fier à ce que le profil en fait va nous dire, tu vois. C'est vraiment important parce que des fois, il faut pas trop exagérer parce qu'en face, le gars, ben, il va avoir les chocottes. Il va se dire, mais c'est impossible pour moi en fait d'atteindre ce qu'il est en train de me dire, tu vois. C'est invraisemblable. Et dans tous les cas, moi personnellement, de mon côté, je ne mens pas.
Je ne mens pas, je reste ouais, bah après, bon, après j'ai des petites success stories, donc ça me facilite aussi la tâche. Mais par contre, je reste franchement très terre à terre. Et c'est important, tout le monde a besoin de ça, je pense, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent effectivement les grosses bagnoles et tout, la vie de riche, mais par contre, ils savent au fond d'eux que ils sont pas spécialement capables de l'atteindre. En toute honnêteté, en toute objectivité. Je pense que tout le monde est comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut aussi leur rappeler que toutes ces choses-là, on y arrive, mais étape par étape. Comme quand on monte une échelle. Et concrètement, déjà, à son niveau, lui, le premier niveau qu'il peut voir, c'est déjà le mien. Ma réussite personnelle, ne Bien serait-ce sûr. que d'être là face à lui et de lui donner la possibilité de passer de l'autre côté. Et ça, déjà, c'est déjà un point d'ancrage qui est extrêmement fort parce que lui, il n'est pas à ma place. Yes, bien sûr, je suis 100% d'accord avec toi. Encore une fois, tout dépend du prospect que vous avez en face. Si vous avez un prospect qui est confiant, qui veut une FEF, une belle maison, des Audemars, etc., bah vous allez lui parler de ça et vous allez le motiver dans ce sens-là. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, ah bah non, moi je veux juste gagner 2-3 000 par mois et puis voilà, toucher un petit salaire parce que je serai bien avec ce confort-là et puis je veux juste pas me prendre la tête pour travailler pour un patron, vous n'allez pas lui vendre du rêve en lui disant, bah voilà, mec, tu vas faire 200 000 euros par mois, tu vas pouvoir t'acheter des Ferrari tous les mois. Non, on s'en fout de ça. Il faut vraiment vous adapter à chaque prospect que vous avez en face de vous. Voilà, donc très bien, Kimber, encore une fois. Thomas? Ouais, en fait, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai Hugo en one-one, et moi, mon problème, c'est que mon storytelling, Hugo m'a dit que voilà, je le plaçais mal, dans le sens où c'était pas fluide, tu vois. Donc, Ok. ton brise-glace, cadrage, décision invest, bam, ton storytelling, tu vois, le mec, il dit, ok, ouais, c'est bon, je prends une décision à la fin d'appel, ok, bah, moi, c'est Thomas, machin, machin. Et du coup, est-ce que tu attends quand même le gars, tu lui dis, ouais, bah, tu sais, tu rebondis sur un truc du brise-glace, tu l'emmènes comment? Alors non, je vais t'expliquer pour moi pourquoi le storytelling doit être après la décision et l'investissement à la fin de l'appel. Non, non, mais Tout on est simplement d'accord, parce que c'est juste comment tu l'emmènes, tu vois. Comment c'est fluide et pas ah moi j'ai fait ça, tu vois. ah ok, mais parce que tu m'as dit que tu faisais le décision et invest avant le storytelling. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah, je vais t'expliquer comment l'amener, mais je vais t'expliquer ok, aussi pourquoi c'est mieux, enfin pour tout le monde, pourquoi c'est mieux de faire le storytelling avant la décision et l'investissement à la fin de l'appel. Ok, moi, comment je l'amène? Je fais mon brise-glace, je fais mon cadrage, ensuite je fais mon storytelling. Une fois que j'ai terminé le cadrage, que je lui ai dit, que je lui ai fait dire que voilà, il était là pour l'accompagnement, etc. En fait, je lui lâche vraiment une phrase toute bête. Je lui dis, bah écoute, juste avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, moi j'aime bien faire des présentations un peu plus poussées. Donc, est-ce que tu peux te présenter, même si tu as des hobbies ou quoi que ce soit, bah moi ça m'intéresse. La phrase ça m'intéresse, elle est hyper importante parce que comme ça, le prospect il se sent bien avec vous et il se sent écouté. Et ensuite, derrière, bah, si tu veux que je me présente aussi, que je t'explique un peu mon parcours en e-com, comment j'ai rencontré Marcus, voilà ce que j'ai pu faire, bah, c'est avec plaisir. Ou alors, bah, si vous dites pas que vous êtes lancé en e-com et que vous êtes associé avec Marcus, bah, vous dites ce que vous voulez dire, tu vois. Et au moins, en fait, tu as une transition qui est hyper cool, qui est hyper claire. Le prospect, il va se sentir encore plus en confiance avec toi, il va en parler encore plus de lui. Donc, toi, ça va te faire plus d'informations sur lui que sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir à l'instant T et puis ensuite sur les phases de découverte, etc. Et puis, toi, au moins, tu installes encore plus ta posture juste après ton cadrage. Parce que c'est à partir du cadrage où là, vraiment, ta posture, elle s'installe. Avec ton storytelling, tu l'appuies encore plus. OK? Et pourquoi, pour moi, c'est encore plus intéressant de faire le storytelling avant la décision et investissement? C'est parce qu'encore une fois, si je vous parle de devenir milliardaire, si je vous donne des conseils, vous allez moins m'écouter qu'Elon Musk. Donc, si vous donnez une décision à un investissement parce qu'il n'y a plus beaucoup de place ou quoi que ce soit, ou parce que c'est vous qui faites les sélections et que vous recrutez les meilleurs profils, les prospects, ils vont vouloir vous plaire. Ils vont vouloir tout faire pour partir sur l'accompagnement. Et ça, c'est une putain de projection émotionnelle. Donc, justement, le faire après le storytelling, bah, vous allez avoir en fait la meilleure posture dès le début de l'appel. Ensuite, vous faites la décision à investissement et là, vous rentrez dans le vif du sujet. Là, vous passez à la phase de découverte, à parler vraiment de ses objectifs, etc. Ok, ok, ouais, ok, bah beaucoup plus naturel de lui demander une présentation squat et hobby et tout. Ok, Ouais. super. Et puis même si il se présente lui-même au début, parce qu'il y a beaucoup de prospects, tu vois, tu leur dis allô, oui, bon bah d'où tu viens, il fait beau chez toi, tu as des questions un peu à la con. Il y en a beaucoup qui vont se présenter. Donc en fait, tu le laisses un peu se présenter. Après, s'il te fait un monologue de 20 minutes, tu le coupes, c'est à toi de recadrer l'appel, tu vois.
Mais si jamais il s'est présenté déjà pas mal, tu vois, tu as déjà pas mal d'informations sur lui, quand tu fais ta transition, tu lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux un peu plus te présenter? Moi, j'aime bien rentrer un peu plus dans les détails, même si tu t'es déjà présenté avant et que j'ai bien retenu ce que tu m'avais dit. Voilà, si tu as deux, trois trucs à me dire en plus, c'est toujours hyper intéressant. Comme ça me permet d'en apprendre un peu sur toi. Comme ça, moi, derrière, je fais ma présentation et tu en apprends encore plus sur moi. Comme ça, tu vois, on apprend à se connaître avant de parler business. C'est toujours cool d'avoir une bonne relation humaine. Et boum, ta transition, elle est faite, ta transition, pardon, elle est faite. T'as sa présentation qui rentre encore plus dans le vif du sujet. Toi, tu fais la tienne, tu as encore une meilleure posture et derrière, tu pars sur la décision et invest. Ok, ok, super clair. Vas-y, merci Gabon. De rien. Hugo? Yes, moi juste pour réagir du coup sur ce que tu as dit, en fait, du coup, ouais, je pense que vous avez remarqué, il y a plusieurs écoles du coup sur le storytelling. Il y a des personnes du coup qui vont faire comme Gabin, ou il y a d'autres personnes tout simplement qui, pendant leur découverte, vont rebondir directement sur la phrase d'un prospect, comme a dit Gabin, en fait, en prenant une relation du coup avec votre storytelling, tout simplement que la personne se projette à travers vous. Gabin, depuis tout à l'heure, il prend l'exemple du coup d'Elon Musk. Il faut savoir qu'Elon Musk, avant de devenir milliardaire, avant d'avoir 499 milliards en actions, pour vendre toutes ces actions-là, il a fait un truc que je pense la majorité des closers, des sales, des vendeurs ne font pas et que lui a compris. Simplement, on n'achète pas SpaceX pour SpaceX, on n'achète pas Tesla pour Tesla. Les actions, on achète Tesla pour Elon Musk. Pourquoi? Parce que Elon Musk a un bête de storytelling. Et par exemple, je prends le cas de Mathias qui n'a pas envie de faire par exemple un storytelling. Le storytelling, ça ne sert pas que par exemple à mettre une posture, ça sert aussi à donner confiance. En fait, quand vous allez faire votre storytelling, la personne en face, elle ne va pas acheter l'accompagnement en premier, elle va vous acheter vous. Vous allez devoir l'inspirer, vous allez devoir l'inspirer, la toucher, l'influencer. Et c'est comme ça que ça marche la vente. Regardez, on prend un exemple. Vous avez tous des Apple, je suis sûr à 200%, la majorité des personnes dans cet appel. Pourquoi vous avez acheté Apple? Vous avez acheté Apple parce qu'il avait une super caméra? Non, pas du tout. C'est parce qu'Apple avait un super storytelling et il a ramené énormément de monde du coup, chez Apple. Et vous, bah, du coup, tout simplement, vous avez acheté Apple parce que tout le monde en avait un. Et vous avez voulu avoir un sentiment d'appartenance. Il faut que votre prospect, lorsque vous faites votre storytelling, il ressente ce sentiment d'appartenance, il ressente du coup une certaine émotion qui fait en sorte que le prospect va s'attacher à vous. Donc, faites-lui vivre une expérience rien que par votre storytelling. Essayez de l'inspirer, essayez de l'influencer, essayez de le toucher. C'est super important. Et si vous ne le faites pas, vous allez faire un mauvais storytelling. Ok, mais le storytelling, du coup, je reviens juste dessus. Pour les personnes qui n'aiment pas le faire, ça ne sert pas qu'à mettre une posture, ça sert surtout, du coup, à mettre de la confiance directement avec son prospect. Trop important. Visez ça. C'est un truc primordial et encore plus sur Marcus. Le nombre de personnes qui ne vont pas avoir confiance en vous, ils ont je ne sais pas combien d'appels de closing, c'est ça qui va faire la différence. Okay, mettez votre personnalité en avant. Quand par exemple j'ai réécouté, je ne sais pas combien de calls de closers, la grosse différence du coup sur les meilleurs closers, les top closers, c'est pas leur script, c'est pas parce qu'ils ils s'habillent d'une manière différente. Non, c'est parce qu'ils font ressortir leur personnalité à la mort. Par exemple, je prends l'exemple du dernier challenge sur lequel du coup j'ai réécouté tous les calls. Par exemple, vous prenez le top closer, c'était Théo, Di Conceto. Théo, lui, c'est un je m'en foutiste dans la vie de tous les jours, et dans ses appels, c'est un je m'en foutiste à la mort. Il accentue son caractère. Par exemple, moi, quand j'avais 85% de taux de conversion sur Marcus, bon, pas 91, hein, ça on laisse au GOAT ce 91, mais moi, quand j'avais 85%, c'est pas mon script qui changeait, c'est tout simplement parce que j'accentuais un trait de ma personnalité. Okay, c'est-à-dire que j'étais énergique, mais j'étais énergique à la mort dans mes appels. Vous pouvez demander à Gabin, vous pouvez demander à Tom, vous pouvez demander à Louis qui écoutait mes appels à l'époque. On a l'impression que j'étais sous Red Bull, à mort, en intraveineuse. Okay, et ça passe par votre storytelling. Okay, trop important. Donner confiance, inspirer, influencer, toucher la personne que vous avez en face. Ok, un storytelling, bien sûr, ça dure pas 5 minutes. Voilà, ça dure 1 minute. Voilà, aussi simple. Je vais même aller un peu plus loin sur l'explication d'Hugo. Là, ce qui est très bien, ce que Hugo vient de vous partager, c'est le fait de faire jouer votre personal brand. Ça, c'est trop important. Et en fait, il faut limite, pour moi, faire oublier Marcus. Faut que le prospect achète pour vous. Et je pense que ça vous est déjà énormément, pas forcément énormément, mais la plupart d'entre vous, ça vous est déjà arrivé qu'à la fin de l'appel, un prospect vous dise merci, l'appel était génial, nanana, et j'ai vraiment envie que ça soit toi qui m'accompagne. Tu m'accompagnes. Voilà. Et c'est ce que vous devez aller chercher grâce à votre storytelling. Ok? Giovanni. Attends, 2 secondes, Gabin, je réagis juste et je vais aller encore plus loin
toi, du coup. Mais en fait, il faut savoir que du coup, là, je pense que vous avez remarqué, le closing est en train de changer. Tout le monde a pris des appels de closing. Il y a des accompagnements e-commerce en veux-tu, en voilà, de Jonathan Ecom, de Mexed, de Tina, de Camélia, de Sofiane. Il y en a plein d'accompagnements e-com. Et le premier contact et le premier point de différence que ça va faire, du coup, avec les autres accompagnements, c'est vous. S'il vous plaît, montrez-vous sous votre meilleur jour. Par exemple, Giovanni, bon, j'espère qu'il ne va pas passer des appels en suite capuche dans ton lit, mais montrez-vous sous votre meilleur jour. Et ça passe par votre storytelling. Okay, les personnes ne vont pas acheter un accompagnement pour un accompagnement. D'ailleurs, ils s'en foutent en mode ouais. La seule question, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir changer ma vie? Et tout simplement, comment on va faire? On va le projeter rien qu'avec notre personal brand. Okay, ils vont vous acheter vous en premier. C'est tout bête. Si par exemple, moi aujourd'hui, j'avais pas une bonne posture par exemple dans mes appels et que j'étais une victime, jamais de la vie j'aurais pu vendre des accompagnements à 10K. Jamais de la vie, même moi j'aurais passé 10K à quelqu'un qui était un sous-fifre. Jamais de la vie. Ok? Super important. Les gens vous achètent vous en premier avant l'accompagnement. Sinon, il n'y a pas de closer. J'ai même un dernier truc à rajouter. C'est Loïc. Je sais pas, il est là, Loïc, ou pas? Ouais, il est là, Loïc. Loïc, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, tu sortais beaucoup la phrase de vous devez vous voir comme un médecin. Vous devez lui apporter une transformation. Bah, je vais reprendre la phrase de Loïc, c'est exactement le même principe avec le storytelling. Ok? Voyez-vous comme un médecin, vous lui expliquez votre transformation. Imaginons vous avez mal à la tête, bah, le médecin il va vous prescrire un Doliprane. Si vous avez mal à la tête et que vous allez voir le médecin et qu'il vous dit bah tiens pour ne plus avoir mal à la tête tu dois payer 200 balles, vous n'allez pas les payer les 200 balles. Vous voulez un Doliprane pour ne plus avoir mal à la tête. Bah, les comme c'est pareil, vous expliquez votre storytelling, le avant, le déclic, le fait d'avoir eu un échec, le deuxième déclic, votre réussite. C'est votre transformation. Et votre transformation, elle vient de quoi? Elle vient de la motivation, de la détermination, le fait de vous être lancé en e-commerce, de ne rien avoir lâché, d'avoir pris un accompagnement, il faut bien mettre l'accent dessus. Et comme ça, lui, bah déjà, il va vouloir se reconnaître en vous et il va vouloir surtout avoir la même transformation que vous. Et du coup, c'est pour ça qu'il va partir sur l'accompagnement. Parce que vous ne lui vendez rien, vous lui proposez une transformation. OK? Nickel. Giovanni, vas-y. Ouais, salut tout le monde. En gros, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez, tous les deux, Hugo et toi. Sur le storytelling, pour moi, pour faire un entre-deux, parce que je peux comprendre aussi Mathias qui n'a pas envie de mentir et dire je fais 200K par mois alors que c'est faux, de dire que j'étais d'abord élève de Marcus pour le projeter dans le parcours. Moi, c'est ce que je dis. J'ai d'abord été élève de Marcus, j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de formations, d'accompagnements qui n'ont pas porté de résultats. C'est celui de Marcus qui m'a aidé et dire j'ai eu des gros résultats, tout simplement. Et en fait, ressortir les chiffres que quand il y a dans l'objection ou plus vers la fin de l'appel, quand il va avoir une fuite, par exemple, du type, je parle à ma femme, je parle à je sais pas qui, et dire, OK, là, accepter le champ, après isoler, et quand tu résous, dans la partie résoudre, tu dis, OK, là, tu préfères aller écouter ta femme potentiellement, là, qui va te dire non alors que tu as envie de le faire et que elle chiffre pas en e-com, elle connaît pas l'e-com, ou écouter quelqu'un qui fait plus de 100 000 euros par mois, qui chiffre en e-com. Là, je trouve que c'est beaucoup plus impactant que directement arriver dans l'appel et dire, ouais, je fais plus de 200 000 euros par mois. Même si ça passe parce que c'est des leads Marcus et que Marcus, il parle de gros chiffres, il y a des voitures dans son marketing, etc. Mais je pense pas que tout le monde close que pour Marcus ici, mais pour d'autres personnes, ça peut ne pas passer. Et si t'as pas envie de forcément partir, en fait, il y a pas tout le monde qui ment aisément. Donc ça peut se sentir aussi que c'est pas vrai ou que il y a une incohérence pendant l'appel sur ce que la personne a dit. Si à la fin par exemple, la personne, tu dis, tu fais 200K par mois, mais la personne, à la fin, elle s'attache trop à la vente, elle fait mal la partie aux gestions, le mec, il va être en mode, OK, tu m'as dit, tu fais 200K par mois, mais là, tu veux m'arracher 2000 balles. Enfin, m'arracher. Tu me lâches pas pour 2000 euros, tu vois. Et c'est ça que moi, j'ai une posture comme Théo, comme tu disais, grave, bah, c'est toi, c'est ta vie qu'on veut changer, tu vois. C'est ta vie que tu vas changer et je suis pas attaché, du coup, à la décision à la fin de l'appel. Et c'est pour ça que je close pas mal parce que justement, j'essaye de faire un mix entre storytelling, parce que c'est ultra important que les personnes elles se projettent et qu'elles se reconnaissent dans ton discours et dans ce que tu dis. C'est effectivement vrai, mais sans forcément aller tout de suite dans le bullshit et tout de suite dans le mensonge, tout simplement. Ouais, c'est exactement pour ça en fait qu'on dit que le storytelling il est propre à chacun et que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de dire que vous faites des gros chiffres,
c'est 1000 fois mieux de ne pas le dire et du coup garder sa posture et vraiment projeter le prospect émotionnellement plutôt que de mentir et que ça se ressente et qu'au final, après, le prospect vous pose un milliard de questions. Donc, je te rejoins à 100% Giovanni. Après, pour ceux qui disent qu'ils font des gros résultats directement dans le storytelling, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je le dis directement à la fin de mon storytelling parce que ça, pour moi, met encore plus ma posture en avant de GOAT du domaine et du coup, pendant tout l'appel, pendant l'explication de l'offre, pendant la phase de découverte, etc., il va vouloir encore plus se vendre auprès de quelqu'un de haut placé. Okay. Après, vous pouvez vous vendre pas forcément avec les résultats, mais avec l'expérience que vous avez eue pour lui dire, par exemple, bah voilà, moi, ça fait plus de 6 ans que je fais de l'e-commerce ou quoi que ce soit. Encore une fois, le storytelling est propre à chacun. Mais du coup, pour contrer l'objection, Giovanni, du oui, mais si tu fais 150K par mois, pourquoi est-ce que vous vendez des accompagnements à 2750 euros? Non, pas cette objection-là, c'est pas la même objection-là. Parce que je voulais l'objection en disant je fais tant par mois, c'est l'objection, je vais en parler à quelqu'un d'autre. Et là, en ressortant ça, c'est la pertinence d'en parler à quelqu'un d'autre qui n'est pas expert dans l'e-commerce, alors que toi, tu chiffres. Là, je trouve que c'est le ressortir et le dire, ok, je te disais, je faisais des gros stats au début d'appel, bah, je fais tant par mois en e-com. Et là, l'objectif de cet appel, c'est de te lancer en e-com. Est-ce que tu trouves ça pertinent d'écouter quelqu'un qui ne connaît pas l'e-com, qui ne fait pas de l'e-com, ou quelqu'un qui chiffre en e-com aujourd'hui et qui peut t'accompagner à avoir ces résultats-là, tu vois? Ouais, C'est bien pas sûr. la même notion que tu as les résultats là. Bien sûr, mais juste après, tu as dit, et ça évite l'objection du pourquoi est-ce que vous voulez m'arracher à 2000 et quelques euros. Ouais. En gros, ouais, ça va lui pour faire ramener il va se poser des questions, tu vois, à Ouais, la fin de et l'appel. justement, je vais répondre à cette objection aussi. Et Ok. je réagis par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, que tu le dises à la fin ou au début, pour moi, ça change absolument rien. J'ai essayé, j'ai fait du 50-50. Avec Marcus, vraiment, je peux vous le dire, j'ai tout essayé. Toutes les semaines, je changeais mon script, j'essayais des choses, bref, j'ai vraiment tout essayé. Ça, pour le coup, ça change pas grand-chose, que vous le dites avant ou après. Après, sur d'autres infopreneurs, vous pouvez peut-être plus le faire après, effectivement, mais pour Marcus, vraiment, ça change rien. Et que tu le dises au début, bah déjà, il va plus t'écouter pendant la phase de découverte, l'explication de l'offre. Et si derrière, il te pose quand même cette objection, tu peux lui redire. Tu peux quand même lui dire, bah écoute, est-ce que tu préfères écouter ta femme qui chiffre pas ou écouter quelqu'un qui fait 100K par mois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et au final, bah, l'impact, c'est le même, tu vois. Mais bref, si jamais vous faites comme Giovanni, vous pouvez le faire. Dans tous les cas, ça change rien. Je vous partage juste moi comment je fais et ce qui est possible de faire aussi. Vraiment, les deux sont très bien. Mais si jamais vous faites plus comme moi ou même comme Giovanni et que dans tous les cas, vous avez l'objection du oui, mais si tu fais 100K par mois ou 50 ou 150, peu importe, pourquoi est-ce que vous vendez des accompagnements à 2750 euros? Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable Ouais, de moi, je peux te répondre. Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, euh, je reparle un peu sur la vie de Marcus. Je lui dis, OK, là, en général, je dis ça après, des fois, c'est souvent par rapport au profil, mais je dis, OK, Marcus, tu sais qu'il a Copify, il a d'autres business, il a une entreprise à Dubaï, à Miami. Euh, on n'a pas besoin de vendre l'accompagnement pour faire de l'argent. C'est tout simplement parce qu'on aime aider ça, on est passionné par l'e-commerce, on veut aider le maximum de personnes à réussir en e-com, c'est notre mission. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme si tu demandais à un enseignant pourquoi il enseigne. D'accord? Et tout simplement, je dis ça. Ou des fois, je le tourne d'une autre manière, mais en général, je dis ça comme ça. En gros, ouais, on est là pour, euh, pour aider. Et que si tu veux pas de l'aide, bah, y a pas aucun souci, tout simplement. Ok, alors, pour moi, ce point-là, attendez, juste une seconde, hop, nickel. Pour moi, ce point-là, c'est le seul point, vraiment le seul et unique point sur lequel vous pouvez un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu, vous justifier. Ok? Pas vous justifier sur le pourquoi vraiment vous faites ce prix-là, etc., mais vous justifier un petit peu sur le pourquoi vous faites de l'accompagnement. Ok? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a, allez, 99,9% des personnes qui le savent, que pour devenir vraiment riche, il faut diversifier ses revenus. Ok? Donc, en fait, si le prospect il vous demande pourquoi est-ce que vous faites de l'accompagnement, soyez transparent avec lui. Plus vous allez être transparent, plus il va rentrer dedans et plus il va être OK pour partir sur l'accompagnement. Donc, vous allez lui dire, bah, écoute, moi, je vais être 100% transparent avec toi. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que Marcus,
comme tu as pu le voir dans ses vidéos si tu le suis depuis un moment, il a toujours dit que s'il chiffrait, il allait aider les personnes. Donc déjà, c'est d'un point de vue altruiste, parce qu'on kiffe aider les personnes, c'est ça qui nous drive au quotidien, parce que moi, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, mes boutiques, ça me prend pas beaucoup de temps par jour. Donc c'est vraiment pour m'animer, pour nous animer, et puis pour sortir aussi de les gens des situations qu'ils aiment pas. Ok, premier point. Deuxième point, on va pas te le cacher, c'est aussi pour des diversifications de revenus. Comme toi, tu vas pouvoir avoir des diversifications de revenus et investir dans l'immobilier, avoir une agence de loc de voiture, ou peu importe. Et puis, le troisième point, c'est que comme moi, par exemple, si aujourd'hui tu fais partie de nos meilleurs élèves, ben, en fait, tu peux directement intégrer la team pour devenir coach. Et ça, toi, ça va être tes diversifications de revenus. Sauf que regarde maintenant, si tu chiffres, nous, notre but, c'est de te faire chiffrer. Donc, tu vas chiffrer. Tu vas chiffrer. Si tu veux faire partie de notre équipe, nous, on te prend en tant que coach. Plus de coachs égale plus d'élèves qu'on peut prendre, égale plus de diversification de revenus pour nous, ainsi que pour toi. Donc, le but de cet accompagnement, c'est déjà pour aider les gens et c'est pour toi te pousser encore plus vers le haut et que nous, on augmente aussi en termes de résultats. C'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est exactement pour ça qu'on fait de l'accompagnement aujourd'hui et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre non plus de prendre 150 000 places parce que sinon, on ne pourrait pas bien accompagner les personnes. Et là, le mec, il peut strictement rien te dire. Il n'y a jamais une personne qui m'a dit « Ah ben non, mais moi, je comprends toujours pas pourquoi vous faites ça. » Il n'y a personne qui m'a dit « Ah ben non, je vais pas le prendre à cause de ça. » Vraiment, je vous le garantis, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Kimber. Pour le coup, moi, ça doit faire au moins 30 minutes que j'ai levé la main, donc on est plus sur le même sujet là. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais tout simplement apporter après une identification à ce qu'a dit Giovanni. Donc, il s'agit de l'anti-vente. Donc, c'est ce qu'ils font, hein, Théo et Jojo. Moi aussi, j'en fais. Donc, de l'anti-vente. Et puis, moi, il y a une petite phrase que j'aime bien apporter lorsque la personne en face, ben, elle a besoin, on va dire, de s'extirper, tu vois, de fuir. Ah ben, je lui dis, écoute, frérot, moi, je suis pas là pour te convaincre. Hein. Moi, je suis vraiment pas là pour te convaincre. Si je crois que je suis là pour te convaincre, c'est qu'a priori, il y a un truc que tu as loupé. Donc, il va falloir que tu me dises. Il s'agit de quoi afin que je fasse la lumière dessus, tu vois. Et donc, voilà, ça permet vraiment de le remettre effectivement en place là-dessus. Et puis, ce que tu viens de dire là, Gabin, c'est super important. C'est super important. Ouais, voilà. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, alors bon, je vous dis ça, je vais pas faire le Calimero et tout ça, mais bon, moi, j'ai grandi en quartier, j'ai grandi, voilà, bref, voilà, pendant des années. Donc ça, c'est réel de chez réel. Et frérot, moi, quand j'ai des gars comme ça en face de moi, je leur dis, tu sais, c'est quoi la différence entre un esprit pauvre et un esprit du coup et quelqu'un qui est un esprit, on va dire, florissant. Et du coup, il me dit c'est quoi? Pour ceux à qui je donne le temps, hein, mais sinon, je leur dis, ben, la différence, elle est simple. L'esprit pauvre, en fait, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Et l'autre, par contre, ben, il voit dans l'abondance. C'est-à-dire, voilà, c'est du développement. Donc, aujourd'hui, déjà, de la manière dont tu me parles, a priori, peut-être que tu n'es pas encore prêt pour l'après. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Mais c'est à toi, ça doit décider. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a plusieurs techniques pour traiter cette objection. Après, la seule différence, en fait, si tu veux, entre faire de l'anti-vente et puis dire ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'en disant ce que j'ai dit juste avant, tu vas encore plus projeter le prospect dans un futur avec toi. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment kiffer. C'est que de un, tu lui fasses monter en termes de revenus, que tu lui changes sa vie et que derrière, vous puissiez collaborer ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais le but d'un appel, c'est que le prospect vous idéalise. Et ce qu'il ne faut pas oublier, vous le savez, ceux qui ont déjà closé sur Marcus, ceux qui prennent des appels Marcus, ils sucent Marcus. Je suis désolé du terme, mais c'est leur idole. C'est vraiment leur idole. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait comme ça et que j'ai arrêté de faire de l'anti-vente c'est vraiment uniquement sur cette objection-là. Je vous prends cet exemple. Pour les autres, je justifie absolument rien. Mais de toute façon, vous pouvez essayer de faire de l'anti-vente, essayer de faire comme moi. Et puis, voyez aussi, vous, de votre côté, quelle méthode vous maîtrisez le mieux. Et puis vous verrez que ça close très, très bien. Mais bref, on va arrêter un petit peu de parler des objections, on va un peu plus avancer. Je vais parler de la décision à investissement. Je vais vous dire directement à quoi ça sert, parce que bon, tout le monde sait ici à quoi ça sert. Déjà, de 1, ça va être pour argumenter sur les critères de sélection. Ça, c'est hyper important. Ensuite, le 2, ça va être de souligner l'urgence à passer à l'action.
parce qu'on le sait tous ici, hein, tout le monde fait du closing. Le closing, c'est du one shot, c'est-à-dire que si vous reprogrammez avec lui, vous avez 90% de chances qu'il ne revienne jamais vers vous. Donc, c'est pour le faire passer à l'action. Et ensuite, à l'issue de cette étape, le prospect il doit se décider à investir. Je mets bien l'accent sur le mot investir et à prendre sa décision à la fin de l'appel. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui mélange un petit peu la décision avec l'investissement. Mais il faut savoir que c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est deux choses que vous devez dire en même temps. Ok? C'est tu dois prendre ta décision avec moi à la fin de l'appel. Donc, si oui ou non, tu es prêt à t'engager et que tu fasses l'investissement à la fin de l'appel. Ok? Parce qu'une décision, ça veut dire quoi? Une décision, ça veut dire que le mec, il te dit juste oui ou non. Mais s'il te dit oui, c'est pas forcément pour ça qu'il va payer à la fin de l'appel. Donc là, vous pouvez vous taper une objection. Alors que si vous mettez bien l'accent sur le décision et investissement, il sait qu'à la fin de l'appel, il va devoir commencer avec vous et qu'il va devoir investir. Voilà. On va pas trop passer de temps là-dessus. Je pense que c'est clair pour tout le monde, à part si quelqu'un a une question. Gabin, au pire, ce que je fais, c'est que je partage directement l'urgence, si on a la même urgence. Si tu veux, je fais un partage Ouais. écran. Vas-y, C'est vas-y. plus simple. Hop. Attends, je zoome sur. Hop. Ce que je vous conseille, si vous voulez voir la trame urgence, je sais qu'avec Gabin, on a la même. Parce que j'ai volé l'urgence de Gabin. C'était vraiment génial. Allez voir directement, du coup, le school. Normalement, vous regardez à partir de la 15e minute. La 15e minute, je pitch directement l'urgence. Généralement, ce que vous faites, c'est tout simplement vous expliquer pourquoi vous avez fait un live, pour montrer à certaines personnes que c'est possible de faire de l'argent. Et deuxièmement, c'est en fait, nos élèves, ils chiffrent tous, et ils sont tous autonomes. Du coup, go, laissez la possibilité à certaines personnes de pouvoir se lancer. Et après, vous lui mettez la décision. Ce qui pourra bien apprendre à la fin de cet appel, etc. Et voilà. Il y a un truc d'ailleurs qui vient de… Enfin bref, j'ai oublié de vous dire une chose par rapport à la décision, à l'investissement avec ton Muro, Hugo, ça m'a fait repenser à ça. C'est de savoir aussi s'il prend la décision tout seul. C'est trop important de demander si c'est un projet solo ou si c'est un projet à plusieurs. Et si la personne vous dit que c'est un projet à plusieurs, vous devez absolument soit l'avoir en appel, soit lui demander si c'est lui le seul décisionnaire. Voilà. Et ça, c'est pendant la décision et investissement. OK? Parce que si c'est pas le seul décisionnaire, en fait, il peut vous dire oui, arriver à la fin de l'appel, vous dire ah oui, mais moi, comme je t'ai dit, j'avais un associé, mais du coup, il est pas là, nanana, nanana, nanana. Et pour moi, vraiment, enfin, c'est même pour tout le monde, hein, c'est 1000 fois mieux de couper court l'appel et de lui dire je vais reprogrammer avec toi et ton associé, plutôt que de rentrer dans la phase de découverte, l'explication d'offre et lui donner tous les tarifs, que lui, il explique l'accompagnement à son pote ou à son associé d'une différente manière que vous lui avez expliqué, qu'il n'ait pas le contexte de tout l'appel, qu'il n'ait pas la même hype que vous l'avez donné à votre prospect à l'instant T. Donc, vaut mieux reprogrammer et tout réexpliquer aux deux. Et comme ça, vous avez 10 fois plus de chances de closer. Et comme ça, même la première personne que vous avez eu en appel, il aura toujours en fait cette hype de revenir avec vous en appel parce que justement, vous ne lui aurez pas expliqué les offres, ni donné les tarifs, etc. Et s'il vous pose une question par rapport à ça, vous avez juste en fait à lui dire, écoute, je pense que c'est important que tu sois avec ton associé. Comme ça, on discute vraiment de tout. J'ai besoin aussi de voir lui ce qu'il a envie de faire. Voilà, s'il a plein de questions. Comme ça, je réponds à toutes vos questions à vous deux. Si on est sur la même longueur d'onde, boum, je vous explique les accompagnements. Si à ce moment-là, tout va bien, je vous sélectionne et on voit ce qu'on fait. Ça te va? Oui, parfait. Boum, tu reprogrammes un deuxième call direct. Voilà, ça c'est trop important parce que sinon vous allez vous manger des objections et vous allez potentiellement perdre des clauses qui étaient déjà closées de base. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase de découverte. Phase de découverte, il y a 3 points. Ça va être d'analyser sa situation et ses besoins. Deuxième point, cerner sa motivation profonde à avancer. Et troisième point, identifier les points de tension à explorer. Ok? Là, vraiment, le but de la phase de découverte, ça va être de chercher ses objectifs, creuser dans ses faiblesses et en jouer justement pour le motiver et pour le faire passer à l'action. Ok? Bien évidemment, dans la phase de découverte, il faut découvrir son budget, il faut découvrir plein d'autres choses. Mais ça, vous le savez, j'ai pas besoin, je pense, de vous répéter comment se passe exactement en détail une phase de découverte. Mais les 3 points, pour vraiment vous les redire, ça va être analyser sa situation et ses besoins, cerner sa motivation profonde à avancer et identifier les points de tension à explorer. OK? Ça, c'est vraiment une phrase bête que j'aime bien donner, mais il faut vraiment que vous vous rappeliez que c'est en posant les bonnes questions que vous allez obtenir les bonnes réponses. Ne posez pas des questions
dont la réponse, on s'en fout. Ok, elles servent à rien, ces questions. Posez uniquement des questions qui, lui, va l'intéresser parce qu'il va vouloir justement se vendre auprès de vous. Et surtout que les réponses vous intéressent. Parce que c'est comme ça que vous allez creuser dans les faiblesses, que vous allez découvrir ses objectifs, nanana, nanana, nanana. Et que derrière, si vous avez des objections, mais normalement, vous ne devriez pas trop en avoir si vous avez bien fermé tous les points à chaque fois, bah, si jamais vous en avez quand même, vous pouvez les traiter grâce à toutes les informations que vous avez récoltées pendant tout le call, mais surtout pendant la phase de découverte et sa présentation. OK? Des questions par rapport à ça ou on est good? Oui, yes, Mathias? Ouais, j'avais juste une question juste avant et ça va prendre 5 secondes. Quand tu dis, enfin, la phrase décision et investissement, toi, c'est Ouais. important de parler de dire investissement parce que moi, je disais, ouais, on prend direct ton ticket d'entrée à la fin de cet appel. Il y a une décision, elle sera oui ou non, et à la fin, on prendra ton ticket d'entrée. Enfin, c'est en mode un peu plus doux ou toi, tu vas en mode cash, ouais, il y a un investissement à la fin. Non, bah, en fait, moi, tu vois, Hugo, il a partagé un peu le profil de Théo. Théo, c'est un je m'en foutiste, je suis pareil. Je suis un je m'en foutiste de base. Donc, en fait, avec ma manière de parler et comment je vais lui expliquer, ça va être très cash et puis il va le comprendre, en fait. Donc, après, enfin, pour moi, ça change pas grand-chose, le fait de dire, voilà, il va avoir une décision à la fin de l'appel et on va devoir prendre ton ticket d'entrée aussi à la fin de l'appel si jamais je te sélectionne. Ça veut dire exactement la même chose que l'investissement, tu vois. Moi, Ouais, j'aime ok, plus ça marche. bien dire investissement parce qu'en fait, on rentre dans le vif du sujet. Et derrière, quand je vais poser la question du budget, je vais lui parler d'investissement qui va être prêt et disponible à être investi dès aujourd'hui. Et derrière, s'il y a des objections par rapport au prix ou par rapport à peu importe, ben, en fait, tu peux rejouer sur le mot investissement. Ça va lui paraître familier. C'est vraiment tout est relié dans un appel de closing. C'est pour ça que je vous dis ça. Et en fait, de lui dire, bah, écoute, aujourd'hui, il ne faut pas que tu le vois comme un paiement, mais il faut que tu le vois comme un investissement. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait prendre une décision et un investissement. Et moi, en Ok, fait, je relie énormément mes points à chaque fois, tu vois. Mais ça ne change pas grand-chose. C'est juste pour ouais, avoir des liaisons en fait, entre tes points de closing et que le mec soit pas perdu. C'est tout. ok, c'est Yes. clair. Gabin, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, pardon, j'ai pas Insta du tout à côté. Vous voyez pas vos appels de closing comme des appels de closing, vous voyez vos appels de closing comme en fait une suite logique pour verrouiller toutes les objections types que vous allez avoir. Ok. Par exemple, Mathias, si là tu as peur que ton prospect il ne comprenne pas qu'il y a un investissement à la fin de l'appel, fais en sorte que ton prospect le comprenne. Ok. Par exemple, tu vois, Gabin, lui, quand il parle Non, mais d'investissement j'ai pas directement avec son peur, c'est prospect, plus en mode, tu vois, pour après, à tout moment, non mais moi, dans mes je autres te parle calls, pas. je suis cash, mais est-ce que là, c'est en mode un peu plus. Bah regarde, en fait, par exemple, là, t'as Gabin, exemple type, qui, quand il parle d'investissement, il va le rappeler plusieurs fois pour qu'en fait, ça s'imprime directement dans la tête de ton prospect. Ou par exemple, tu vois, moi, ce que je fais, et en plus, je crois que tu le sais, tu sais, quand je parle d'éducation financière, à Ouais, partir ok. d'un moment, je lui mets dans sa tête que, bah, ok, en fait, ton argent, tu le vois plus comme un levier pour faire plus. Ouais, ok, magnifique. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais t'es pas obligé à la fin de l'urgence de forcément lui dire, bah, tu vois, c'est un oui ou un non, il faudra payer, quoi. Non, tu vois, t'es pas obligé de le dire. Ouais, ouais, Ok. très clair. Et Jamais même, utiliser les mots payer, oui, paiement, comme ça, faut jamais les utiliser dans tous les cas. oui, oui. Bon, bref. Ça, ouais, mais par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore closé sur du Marcus, parce que je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas closé dessus, vous allez voir, Marcus fait une grosse pré-qualif comme ça dans son live. Généralement, il dit, bah écoutez, il faut au minimum entre 1000 et 1500 euros par exemple, pour votre projet. Ok, bon, bien sûr, ça va pas forcément être ces chiffres-là qu'il va dire, je sais pas encore, je m'avance pas, mais il qualifie énormément sur ça. Ok. Voilà. Au top. Kimber, tu avais levé la main juste avant. Ben oui, mais tu as fini par le dire parce qu'en fait, le truc, c'est que ça ne paraissait pas suffisamment clair et je crois qu'il faut appuyer dessus. Les mots sont importants, les gars. Et le problème, c'est qu'en fait, ça a une connotation négative d'utiliser des mots, tu passes cash ou bien tu payes, nanana, nanana. Le gars, même s'il est excité, le délire, c'est que tu lui renvoies à une information cognitive qui est désagréable. Les Français, frère, tu sais, pour n'importe quoi, ouais, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Faut payer, faut payer, faut payer. Faut passer à la caisse, passer à la caisse. Non, investissement, j'estime sincèrement, c'est pas pour faire de la lèche, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la vente. C'est le meilleur mot qui soit. Tu vois, parce que concrètement, le mec, il comprend. C'est soit il comprend qu'il doit effectivement khalas, ou il comprend, en tout cas, la première chose qu'il comprend, c'est qu'il investit sur lui-même, en fait, tout simplement. Tu vois, l'investissement, pour moi, c'est le meilleur mot. Et en tout état de cause, si vous avez la possibilité comment dire, d'organiser votre structure
eh ben, en implémentant ce mot-là, je suis convaincu que vous aurez d'efficacité si toutefois à un moment donné ça sent mauvais, quoi. Parce que franchement, c'est le meilleur mot pour moi. Je suis 100% d'accord avec toi, Kimber. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est surtout par expérience. Ça fait 3 ans que j'étais avec Marcus, que vraiment, je vous dis que j'ai tout essayé. Et là, je vous ai pondu la meilleure chose pour Marcus. Donc, le mot investissement, comme Kimber il vient de le dire, en plus de ça que j'avais pas rajouté moi-même, c'est qu'il le voit comme un investissement sur lui-même. Et ça, c'est vous qui devez le rappeler aussi. OK? Pendant la phase de découverte ou quoi que ce soit, vous devez lui dire, OK, quelle est ta motivation, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, pour chiffrer en e-com, mais surtout pour réinvestir dans toi-même, dans tes connaissances, parce que c'est ça qui va te rendre riche, si jamais son but ultime, c'est de devenir riche, ou parce que c'est ça qui va te rendre libre géographiquement. Et en fait, le mec, il va tout de suite comprendre que l'investissement, bah, c'est un investissement. Et effectivement, c'est pas un paiement. Et faut savoir que quand le mec investit, il investit, comme Kimber l'a dit, dans ses connaissances. Et le mec, vous pouvez lui dire, ou la meuf, votre prospect, quoi, que c'est pas en payant quelque chose qu'il va avoir des retours. C'est en investissement dans ses connaissances, parce que c'est son cerveau à lui qui va lui permettre de faire de l'argent. Et le cerveau, c'est quoi? C'est ses connaissances. Donc c'est pour ça que le mot investissement, du coup, Mathias, c'est pour tout le monde, il fait tout son sens dans la décision et investissement, du coup. Okay. Ouais, Kimber. Putain, ça donne envie de parler, ton histoire. Écoute, j'avais un exemple aussi, tu vois, bateau à donner, parce que des fois, bon, ils font soit semblant d'être cons, ou soit ils le sont vraiment. Tu rappelles, tu dis, voilà, aujourd'hui, tu investis dans une bagnole que tu vas acheter cash, neuve, que tu sors de la concession. Dès qu'elle est sortie de la concession, tu perds 40% de ta bagnole. Est-ce que réellement, tu penses que ton investissement, c'était un investissement et tout qui avait de la valeur? Non, ok. Là, aujourd'hui, tu investis dans un accompagnement. Tu vas rentrer effectivement, donc au départ, tu n'y connais rien, mais par contre, tu es dans un écosystème. Tu es entouré de personnes qui aujourd'hui chiffrent. Tu es avec quelqu'un qui aujourd'hui a présenté des preuves, mais aussi donc son bras donc sur les réseaux, qui est là depuis un certain temps, qui est capable effectivement de te montrer la bonne direction pour pouvoir chiffrer. Est-ce que tu penses réellement que là, par contre, ça vaut le coup effectivement de mettre un billet? Oui, mais pourtant, c'est pas le prix d'une bagnole. Et pourtant, c'est quelque chose qui est plutôt accessible. Nanani, nanana. Et en fait, vraiment, on peut vraiment les balancer à partir du moment que c'est le seul nœud, il est là, quoi. Ouais, et c'est un moment aussi où pour moi, vous pouvez être très, très cash à Ouais. ce niveau-là. Vous devez même être très cash. Je rejoins Kimber sur ce qu'il vient de dire. L'exemple de la voiture, c'était un très bon exemple. Et il y a aussi le cas de figure où le prospect vous dit oui, mais cet argent-là que justement j'aimerais investir, bah, c'est quand même une sécurité à côté si jamais il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit. Ok, très bien. Comment répondre à cette objection? C'est très simple. Vous lui dites, ok, tu préfères toujours rester dans cette situation de te dire si jamais, mais déjà avec des si on refait le monde, mais si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de cet argent, ou tu préfères aujourd'hui prendre la porte A et investir cet argent dans tes connaissances pour justement être libre financièrement, géographiquement, atteindre tous tes objectifs et ne plus jamais te dire putain, bah, s'il m'arrive une galère, je peux rien faire et j'ai pas l'argent pour payer cette galère-là. Non. Moi, aujourd'hui, je veux que tu viennes avec moi, qu'on se prenne main dans la main et qu'on atteigne tous tes objectifs et que plus jamais dans ta vie, tu aies besoin d'être dans ce genre de situation. Parce que si encore une fois, tu es en appel avec moi et avec ce que tu m'as dit dès le début de l'appel, tu es là pour te lancer, pour prendre un accompagnement, c'est pas pour rien. Et si moi, je te sélectionne aujourd'hui, c'est pas pour rien et je sais que c'est parce que tu as un énorme potentiel et qu'on va chiffrer ensemble. Le mec en face de vous, il ne peut absolument rien vous dire. Rien. Il va comprendre la chose directement et il va vous dire let's go, vas-y, c'est bon, tu m'as convaincu, on y va. Voilà, c'était la petite aparté par rapport aux objections. Et là, attends, c'est vraiment important ce que tu as fait. Excusez-moi, je suis désolé, mais en fait, c'est trop important ce qu'il vient de faire. C'est parce qu'en fait, il a relancé le mec, il a relancé la dynamique. C'est-à-dire que concrètement, le mec, il était en train de redescendre en termes de hype, en termes de motivation, parce qu'en fait, jusqu'à présent, il était sur un petit nuage. Et ensuite, quand on lui a donné le prix, il est revenu sur sa réalité à lui. D'accord, en se disant putain, mais si j'ai pas ça, en fait, ma vie, elle est dans la merde. Et là, du coup, tout le travail du closer, putain, c'est ce qu'il vient de faire. C'est qu'en fait, il l'a remonté. Il l'a remis du coup dans les wagons. Et après, il ne lui a pas laissé le choix. Il lui a dit, on y va.
on part là-dessus. Et moi, je fais systématiquement. Je dis, c'est bon, on part là-dessus. Le mec, il n'a plus le temps. C'est bon, tu l'as fait remonter. Il est comme ça, il est hypé. Allez, c'est bon, ok, on y va. Donc, c'est soit il y va, ou soit il coupe et puis on ne voit plus. Exactement. Et je vais même rebondir sur le message que tu as mis là, Kimber. Vous voyez, moi, je suis un mec de base, je suis un je m'en foutiste et je suis très calme. C'est-à-dire que je vais jamais péter d'énergie. Ouais, je suis l'inverse d'Hugo, si vous voulez, en termes d'énergie. Ok? Par contre, quand je close, je vais mettre le ton et je vais mettre l'énergie. C'est comme quand là, j'étais en train de traiter votre objection. Vous avez vu, mon ton, il est monté. J'appuie sur les mots. Tu vois, je parle comme ça. C'est trop important déjà de sourire quand vous parlez et de mettre le ton parce que c'est ça qui va aussi vous rendre impactant et c'est ça qui va vraiment encore plus appuyer votre posture de leadership dans l'appel. Et c'est comme ça que le mec il va vous suivre. Bref. Ensuite, on va passer aux objections. Les objections, bon bah ça sert, vous savez très bien à quoi ça sert à closer, mais c'est vraiment écouter activement les craintes. Il faut vraiment savoir les écouter et pas surfer un peu sur les objections, ça sert strictement à rien. Ensuite, c'est creuser pour comprendre davantage et ensuite, c'est apporter des réponses sur mesure. Ok? Les réponses sur mesure, c'est par rapport au type d'objection que vous pouvez avoir. Moi, je vais vous donner la meilleure technique pour traiter les objections. Hugo, il me semble que tu as le doc, si tu peux leur partager, la méthode AIR. C'est la meilleure méthode pour traiter des objections. C'est très, très simple. C'est accepter, isoler, résoudre. Une fois que vous avez résolu l'objection, c'est à ce moment-là que vous pouvez rentrer dans un système de négociation pour closer votre lead. OK? Pourquoi c'est hyper important d'accepter une objection? C'est pour pas le frustrer. Ok, c'est pour pas le bloquer ni le frustrer. C'est-à-dire que si Kimber il me dit par exemple j'ai besoin de réfléchir. Ok Kimber, je comprends totalement que tu as besoin de réfléchir. Tu as accepté ton objection et c'est pas juste un ok pas de souci. Non, c'est ok Kimber, je comprends totalement qu'aujourd'hui tu as besoin de temps pour réfléchir. Ensuite, vous avez accepté, donc là vous isolez l'objection. Mais aujourd'hui Kimber, c'est uniquement le fait de devoir réfléchir ou alors il y a quelque chose d'autre qui te bloque à nous rejoindre aujourd'hui. Boum, là vous isolez l'objection. Si c'est non, vraiment c'est uniquement le prix, uniquement le fait de devoir réfléchir, etc. Ok, là vous pouvez rentrer dans la résolution de l'objection. Si jamais il vous dit, en fait non, c'est pas vraiment le fait de réfléchir, c'est plus par rapport au prix. Ok, vous avez isolé l'objection et c'est exactement à ça que ça sert d'isoler. C'est que vous allez pêcher le vrai du faux. Ok, donc là vous savez que par exemple c'est une objection par rapport au prix. Boum, tu es en train de résoudre l'objection. Ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais pas nous rejoindre concrètement? Là, le mec, il va vous dire la raison du pourquoi. Il n'a pas le choix de vous dire le pourquoi. Et là, vous allez soit partir, je sais pas, sur une mensualité parce qu'il n'a pas le budget. Vous allez soit le rassurer sur quelque chose qu'il a potentiellement mal compris. Et c'est là où, du coup, le mot réponse sur mesure fait tout son sens. C'est que du coup, vous allez rappeler soit les objectifs du prospect, soit vous allez traiter les objections par rapport à ce qu'il vous dit à l'instant T. Et ensuite, vous rentrez dans un système de négociation où vous closez le client, tout simplement. Est-ce qu'on est good? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ça? Est-ce que quelqu'un veut que je me répète un peu sur la méthode AIR ou pas? Je vais juste donner le terme, c'est la reformulation. Effectivement, à ce Exactement. moment-là, on fait ce qu'on appelle la reformulation, histoire tout simplement d'obtenir un maximum de oui. Donc par rapport à son truc idéal, quoi. Lourd. Non, mais c'est très bien. Nickel. Ensuite, je fais un tout petit point sur la partie paiement. Sur la partie paiement, vous ne devez pas lui dire, tiens, je vais directement t'envoyer le lien de paiement, comme ça, ensuite on commence directement. Non. En fait, vous devez vraiment instaurer confiance et une sécurité à partir du moment où vous rentrez dans la phase de paiement. C'est écoute, let's go, on y va. Je vais t'expliquer un petit peu comment va se passer les premières étapes. Déjà, regarde, là, je viens de t'envoyer le petit lien d'inscription. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Si tu peux pas cliquer dessus, il faut que tu m'ajoutes à tes contacts. Une fois que tu es dessus, dis-moi, comme ça, je te guide. OK? Boum, le mec, il clique dessus. Il tombe sur la partie 2750 €, nom, prénom, adresse email, nanana. Donc là, vous lui dites, OK, est-ce que tu vois bien nom, prénom, adresse email et puis ensuite pour faire l'investissement, vous réutilisez le mot investissement. C'est pour ça qu'il prend aussi tout son sens. Et ensuite, vous le guidez. OK, écoute, vas-y, je te laisse remplir. Si tu as des questions, n'hésite pas. De toute façon, je suis là pour t'aider, je suis là pour te guider. Comme ça, moi, je vais remplir déjà ton profil. Comme ça, tu es déjà dans notre base de données. Et ensuite, je te mets dans ton groupe pour commencer directement. OK?
Vous laissez un petit blanc de 5, 10 secondes, ou alors vous lui reposez une question si jamais c'est un peu long. Ah d'ailleurs, bah, toi, tu m'as dit que tu venais de Lille. Bah, je sais pas, moi par exemple, j'ai de la famille à Lille, là-bas, ils sont supporters de ouf. Ils suivent le foot de malade. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui suit le foot ou pas? Ah ok, oh, bah, peut-être que du coup, tu as déjà dû les croiser au stade. On s'en fout de ce que vous dites, c'est juste pour faire passer le temps, pour pas qu'ils pensent à son paiement. Pour pas qu'ils soient en train de se dire merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de lâcher 2750 euros. Non, 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 non. Et comme ça, bah, vous instaurez pardon, encore plus confiance et une sécurité. Et ensuite, une fois qu'il a payé, et ben là, vous lui dites, OK, bah, félicitations de nous avoir rejoints. Vraiment, tu as pris la bonne décision. Vous lui expliquez la petite première étape. Donc, bah, écoute, regarde, je vais créer le groupe directement avec toi en appel. Boum, tu crées le groupe, Kimber Montella X King of Shopify. Tu dis, regarde, j'envoie le petit message de présentation. J'identifie la coach. Il y a Marcus aussi dans le groupe. Je te laisse envoyer toi aussi un petit message où tu dis hello à tout le monde. Comme ça, tout le monde voit que tu es dans le groupe. Et comme ça, il y a Marcus et la coach qui vont te contacter. Et là, dans les prochaines minutes, j'espère que tu es prêt, mais on commence et on va tout déchirer. Bam. Et à ce moment-là, le mec, tu le réchauffes encore une fois, se donner à 200% dans l'accompagnement. Et là, il est rassuré. Tu as instauré cette sécurité avec le gars et au moins, il ne te raccroche pas la gueule en plein moment du paiement ou alors il ne te ressort pas des objections au moment de payer, de sortir la carte ou quoi que ce soit. Kimber? Oui, c'est tout juste. En fait, ça s'appelle la consolidation. La consolidation, c'est après une vente. Il est important du coup de ne pas le lâcher comme ça et tout simplement de le rassurer donc sur ce qu'il vient de faire. Et l'idée de cette consolidation aussi, c'est éviter par exemple que le mec il revienne et qu'il te demande un remboursement. D'accord? Parce que tout simplement, il aurait eu l'impression effectivement de s'être fait tout simplement, on va dire, enlever 2000 balles de sa poche et puis être une vraie merde, tu vois. Donc, il faut vraiment conserver effectivement ce temps de parole pendant un certain temps avec lui à la fin, ne pas le lâcher comme ça. Et puis moi, ce que je rajoute, c'est un petit conseil personnalisé. Parce que jusqu'à présent, le mec, il t'a fait confiance. D'accord? C'est grâce à toi qu'il est là. Marcus, en fait, il ne l'a plus vu. Il ne l'a plus vu depuis un moment parce que normalement, tu as bien fait ton travail. Et donc, le mec, en fait, c'est toi qui le kiffe. Et donc, à la fin, lorsque, en plus, tu lui dis, et puis si je peux me permettre, de toi à moi, un petit conseil, tu vois, quand il va, il faut y aller à fond, ne te pose pas de questions, essaie de rester concentré, focus pendant, par exemple, 3 mois, oublie peut-être les amis, tu vois, enfin bref, il faut lui donner en tout cas un conseil qui considérera que c'est quelque chose finalement qui est propre à nous, tu vois, c'est vraiment un lien intime, tu vois ce que je veux dire? Et ça, à ce moment-là, le mec, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, putain, je ne peux pas lâcher ou je ne peux pas faire demi-tour par rapport à Kimber, tu vois. Parce que je n'ai pas envie de le décevoir, tu vois. Je ne peux pas appeler Kimber pour lui dire, écoute Kimber, tu sais quoi frérot, en fait j'ai réfléchi et non, ça ne va pas le faire. Non, jamais frère. Non, non, non. Là, normalement, on a tout niqué. Et après, je lui dis, écoute, est-ce que c'est tout pour toi? Est-ce que tu avais une dernière question? Et puis, en fait, il n'a pas de question. Mais c'est juste pour encore lui donner cette impression de se dire, ah, mais en vrai, de vrai, le mec, il est là pour moi, tu vois. Et il va même jusqu'à me donner l'occasion d'être celui qui clôture, en fait, l'histoire, tu vois. Ouais. Voilà. Tout le but, encore une fois, et c'est ce que je vous ai dit, c'est que chaque point d'un appel de closing doit être verrouillé et chaque point d'un appel de closing est relié. Donc là, il va avoir encore plus ce sentiment-là parce que vous allez avoir mis justement ce critère de sélection, parce que vous allez le hyper pendant la phase de découverte, pendant l'explication de l'offre, parce que vous allez avoir une putain d'écoute active avec lui et que vous allez le rassurer. Et si en plus de ça, vous lui donnez un petit conseil personnalisé à la fin, encore une fois, je répète un peu ce que Kimber vient de dire, mais il va le prendre en considération, il va l'appliquer et c'est comme ça qu'ils vont réussir aussi dans l'accompagnement. Et je vais même aller plus loin, c'est pas qu'il va pas avoir envie de vous décevoir, enfin déjà oui, il va pas avoir envie de vous décevoir, mais c'est surtout qu'il va avoir honte de vous décevoir. Et la honte chez les gens, c'est une des plus grosses douleurs, le fait d'avoir honte de quelque chose. Donc jamais de la vie il reviendra vers vous en vous disant ah bah non, finalement, je peux pas faire tout ça, etc. Et au pire même des cas, il revient vers vous. Vous vous rappelez de votre appel, vous lui ressortez un petit peu ce que vous vous êtes dit. Le mec, il se réchauffe en 1 seconde 30, il est OK, merci, c'est bon, let's go. Moi, ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, mais je vais vous raconter une anecdote de ce qui m'était arrivé à un moment. C'est un mec qui avait mis un acompte de 200 euros. Donc, c'est pas du tout engageant. Le mec, il avait vraiment 200 euros. C'était 200 euros maximum. Excusez-moi.
Le mec, il paye 200 euros. Un mois après, il revient vers moi et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé les 300 euros. Nanana, nanana, nanana. Ok, très bien. Et ensuite, il commence l'accompagnement. Il fait un mois d'accompagnement. À la fin du mois, il me rappelle et puis il me dit, ouais, finalement, je sais que je vais pas réussir, etc. Désolé, j'avais pas envie de te décevoir, j'ai un peu honte et tout, mais vraiment là, je peux pas. Puis de toute façon, j'ai pas les finances, etc. Le mec, c'est simple, je lui ai ressorti tout ce qu'on s'était dit en appel. Il m'a dit, ok, bah c'est bon, en fait, let's go, tu viens de me remotiver, j'avais besoin de ça. Envoie-moi le lien de paiement et je paye toute la globalité qui reste. À l'époque, il était encore à 2500 l'accompagnement. Le mec, je lui ai envoyé le lien de 2000 balles pour compléter la globalité et il les a payés. Et ensuite, le mec a vraiment chiffré et il m'a plus jamais recontacté dans le mauvais sens. Et c'est exactement ça que vous devez aller chercher avec votre prospect. OK? Nickel. Est-ce que vous avez des questions ou c'est tout bon? On est good? Nickel. Excusez-moi. Maintenant, on va plus parler un peu mindset closer. C'est quand même important de revoir un petit peu dans le mindset dans lequel vous devez être en appel. OK? Le premier point, ça va être que un closer, bon, vous le savez, mais ce n'est pas un vendeur. Il guide une décision. Il est là pour apporter une transformation. Donc, c'est ce que vous devez retransmettre dans votre appel. Plus vous essayez de vendre, plus vous êtes attaché à la commission, plus le prospect va le ressentir, moins ça va payer. OK? Deuxième point, c'est qu'un closer, il n'écoute plus qu'il parle. Ça doit être pour moi du 60-40 ou 70-30 maximum. OK? Ensuite, le troisième point, c'est qu'il garde le contrôle du card et de son émotionnel. Un closer qui apporte de l'émotionnel dans un call, qui est là pour être ami avec des gens, ça ne marche pas, ça ne close pas. OK? Vous n'êtes pas là pour devenir ami avec lui, vous êtes là pour lui amener une transformation et qui chiffre et qui change de vie. Donc jamais on amène le côté émotionnel, en tout cas de votre part, dans un call. OK? Je pense que Hugo, il va dire quelque chose par rapport à ça. Vous devez rentrer dans le côté émotionnel, dans le sens du prospect, mais vous devez pas faire jouer le vôtre. OK? Dans le sens, ah non, mais lui, il me fait de la peine. Ah non, il y a ci. Ah non, il y a ça. Je peux pas. Non. C'est le mec, tu lui fais changer de vie, tu lui apportes une transformation. Donc, c'est pour ça que ça close derrière. Et ensuite, le quatrième point, c'est vous vendez avec éthique. Le but, c'est pas de faire de la vente requin, vous arracher 1 euro si le mec il a moins 500 sur son compte, tu vois, c'est pas le but. Et c'est d'avoir surtout et de garder une certaine clarté et un alignement dans vos propos et de jamais, jamais dire ou partager des choses que Marcus ne tolère pas. C'est hyper important. OK? Et pour moi, on est good. Hugo, tu as quelque chose à dire? Yes, moi je vais vous apporter aussi ma vision sur le closing. Je l'ai pas encore amené dans les montées en compétences de ce matin que j'ai faites. Juste sur l'aspect closing, pas sur l'aspect juste relation avec votre prospect. Sur ce challenge-là, sincèrement, avec tous les moyens de paiement que vous avez, il n'y a pas un monde où vous n'allez pas chercher un acompte. OK? Vous allez me le récurer, son compte en banque. Le mec, il est là dans l'appel, il a un problème. On est là pour le brusquer. OK? Vous ne sortez pas d'un appel sans un fucking acompte. Désolé de parler comme ça, mais super important. Là, vous venez dans ces appels-là, c'est pour tout arracher. J'espère que tout le monde a cette mentalité-là. Tout le monde veut aller chercher du gros cash. C'est avec des miettes qu'on fait du pain. Allez chercher des acomptes, même si le mec n'a pas d'argent. Allez le challenger après. OK, comme Gabin vous l'a montré. Mais vous ne devez surtout pas sortir d'un appel sans un acompte. Il y a plein de moyens de paiement disponibles. Si le mec, ça ne passe pas via Stripe, vous l'encaissez avec un virement. Si ça ne passe pas par virement, vous checkez le PayPal. Si vous ne marche pas le PayPal, vous checkez s'il a un Revo. S'il n'a pas de Revo, vous checkez via Wero. Normalement, Wero, ça passe tout le temps. Même si ouais, bon, d'abord, avant la crypto, s'il y a des plafonds de cartes sur sa banque ou même s'il y a des plafonds de diamants, Wero, ça marchera. Vous pouvez le faire installer directement dans l'appel. Moi, dites-vous, je suis allé à l'extrême sur ce genre de truc. Je ne vous dis pas d'aller jusque-là, mais parfois, j'avais des prospects, j'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. Je leur disais de faire des partages d'écran, tout simplement, sur leur compte en banque. Et ça marchait. Je faisais le virement à leur place, limite. Mais faites-le. Vous devez aller chercher une com. OK, là, normalement, avec toute la prépa qu'on est en train de vous faire, on va chercher plus de 50% de conversion. Inch'Allah. Mais allez me chercher des grosses commissions. Trop important. Et les grosses commissions, ça passe par, du coup, l'application que vous avez. On le remarque, hein. Là, par exemple, sur les anciens challenges, il n'y avait pas autant d'implications de vous, hein.
même de nous. Là, on s'implique encore plus et on remarque du coup votre implication. Je fais des références par exemple à Kimber ou même par exemple Pascal, et ça se trouve, il y en a d'autres, hein. Mais vous êtes là dans les deux montants en compétences. Vous êtes là à 11h, vous êtes là à 18h, vous prenez tout vos one-one, etc. Ayez cette mentalité-là de killer, ce change-là, vous êtes là au minimum pour vous faire 5 4 com. Ok, bon, bien sûr, pour ceux qui vont aller chercher le top 1, allez chercher le 10 4 com, allez chercher 11 4 com, mais je pense que vous êtes tous dans le petit d'aller chercher le top 1. Ok, super important. Et en plus, Gabin, je ne sais pas si on peut l'annoncer, mais je pense qu'on peut l'annoncer. Là, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, tu penses pas? Moi, je pense, hein. Mais je crois que ça n'a pas encore été validé. On attend de checker avec Inès. Ouais, on attend de checker. Parce que du coup, il y a possiblement une autre chose qui est super importante, du coup, qu'on va mettre en place. Mais les gars, allez en killer sur les calls, hein. Il n'y a pas un call où vous vous dites pas, ah, je sais pas si je vais l'encaisser. Non, tous les calls que vous prenez, tous les calls que vous appelez, il n'y a pas un monde dans votre tête où vous vous dites pas, oui, je vais le closer. Vous regardez par exemple les top closers sur n'importe quelle chaîne, ce que vous êtes, vous voyez que dans les calls, au brise-glace, ils savent déjà qu'ils vont closer le prospect, hein. Trop important. Mettez-vous dans cette mentalité-là. Un monde dans votre tête, vous ne closez pas la personne. Ok? Kimber, est-ce que tu closes tout le monde? Est-ce que tu as Je close tout le monde. Voilà, tu closes tout le monde. Est-ce que Tom, tu closes tout le monde? Bien sûr. Oh là, bah pas avec ce son-là, je pense pas. Voilà, mais mettez-vous dans cette mentalité-là d'aller closer tout le monde. Trop, trop, trop important. Moi, je vais pas vous dire faites de la vente éthique, même s'il faut faire de la vente éthique, trop important. Mais surtout dans cette vision-là de on encaisse tout le monde. Ok, ils ont tous des problèmes dans leur vie, on est là pour leur donner la solution. Ok? Et n'hésitez pas à les brusquer. Trop important. Ok? Bien Je sûr. vais même rajouter un truc sur ce que Hugo il vient de dire, sur le fait de si vous avez des prospects, vous sentez qu'ils se foutent de votre gueule ou quoi que ce soit, comme il a dit, Hugo, des fois il demandait des partages d'écran. C'est réel, ça marche de ouf. Au moins, vous voyez directement si le prospect il se fout de votre gueule ou pas. Je vais même aller des fois plus loin, mais ça, vous pouvez le faire uniquement si bah, vous avez bien respecté toute la trame de votre appel, si vous avez réussi à vraiment attirer sa confiance, etc. C'est que si le paiement il passait pas ou quoi que ce soit, des fois, j'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule et du coup, je lui disais, bah écoute, moi, si tu veux, je peux le faire avec nos liens à nous. C'est des liens société, donc normalement, ça devrait passer instant. Est-ce que tu veux que je le fasse pour toi? Tu me dis si ça te dérange, hein, mais si tu veux, je peux le faire pour toi. Normalement, ça devrait être good. Et le mec, il me filait ses codes de carte bleue. Il me filait ses codes de carte bleue et ensuite, je faisais le paiement et ça passait. Juste le mec, en fait, il me disait, non, mais ça passe pas, nanana. En fait, il avait juste peur, il mentait, tu vois. Et en fait, quand le mec tu le rassures et tu t'arrives à bah, en fait, à le faire payer, il peut te filer ses codes de carte. Bon, bien évidemment, il n'y a personne qui doit prendre d'autres trucs derrière avec sa carte, hein, on est bien d'accord. Mais, ou alors partager son compte et le mec, il fait le virement devant vous, vous l'expliquez comment faire, etc. Ou alors, vous demandez un partage d'écran directement sur le Stripe et le mec, il remplit, nanana, nanana. Et ensuite, let's go. Je demandais surtout quand les mecs avec des révos. C'est quand même mieux. Parce que normalement, tu n'as pas trop le droit de demander les codes de carte bleue. Donc, je vous déconseille de le faire. À part s'il a des TransferWise, Bourso ou Revo, ou tu vois des banques en ligne qui permettent d'avoir des cartes à usage unique. Voilà, ça, c'est mieux. Yes. Et même super important, il y a plein d'options pour prendre de l'argent à quelqu'un. Bien sûr, de manière éthique, encore une fois, hein. Ne pensez pas que je suis pas quelqu'un d'éthique, hein. Mais il y a plein d'options. Dites-vous, moi, parfois, j'avais des gens qui étaient un peu jeunes, qui étaient encore chez leurs parents. Je leur disais, mais écoute, vas-y, là, ramène ta maman dans l'appel et je la close, quoi. OK? Prenez tous les moyens possibles pour l'encaisser. OK? Il y a tous les moyens sont bons. Voilà, dites-vous, il y a des personnes, ils ont vendu leur voiture pour prendre l'accompagnement de Marcus. Dites-vous, il y avait une ancienne personne du coup qui était en interne du coup chez ClosX qui avait vendu sa voiture pour prendre l'accompagnement de Marcus. Ok? Il y a des personnes qui font des prêts pour prendre des écoles. Alors pourquoi pas qu'ils fassent des prêts au final? Bon, bien sûr, c'est pas l'objectif, hein. Mais voilà, partez vraiment du principe qu'on encaisse tout le monde. Trop, trop important. Ok? Prêt à la conso. Ouais. Tom, vas-y. Yes. Aussi, l'idée du partage d'écran, c'est bien parce que si quelqu'un, t'as l'impression qu'il se fout un peu de ta gueule, si tu dis, bah, vas-y, si tu veux, je peux t'aider, partage-moi mon écran. S'il veut pas, c'est que il se foutait vraiment de ta gueule et que du coup, il raccrochera ou quoi. Donc, ça permet aussi de couper plus rapidement et pas perdre son temps. Tout simplement. Yes. Kimber. Oui, donc ça, c'est pour tout le monde. En fait, par moment, je sais que quand on enchaîne 2, 3, 4 calls, bah, des fois, on peut avoir une baisse d'énergie, d'accord, en tant que closer. Alors que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne énergie du coup pour le premier contact. Donc forcément, si tu as une baisse d'énergie au bout du troisième close, le quatrième, ça va se faire ressentir et fatalement, du coup, tu ne seras pas performant. Donc,
n'hésitons pas, les gars, au lieu d'envoyer des messages sur le groupe et tout, peut-être de se passer un petit coup de fil, etc. Tu vois, on se motive entre nous, on se pose des questions, tu vois, on échange, etc. Ça suffit effectivement des fois pour se relancer, tu vois. Donc, n'oubliez pas qu'on est une équipe. Et en vrai de vrai, je crois qu'aujourd'hui, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois, les gars. J'ai mené des hommes, j'ai fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et c'était du porte-à-porte. Il fallait taper quand il faisait 40 degrés, il fallait taper quand il faisait moins 5, moins 6. Et le soir, etc., les gens ne voulaient pas nous voir et puis on a l'arraché. Tout ce qui motive les gens, finalement, c'est l'émulation, frérot. C'est le fait qu'on soit ensemble. On est une équipe. Et c'est si on se comporte comme une équipe qu'on sera en mesure d'aller chercher vraiment les gros chiffres dont on nous a parlé. Le cas contraire, ça va être très difficile. Il ne faut pas oublier quand même que Gabin et Hugo, ça reste des êtres humains. D'accord? Donc aujourd'hui, ils font leur part du boulot. D'accord? Ils sont extrêmement présents. Mais à côté de ça, n'allez pas effectivement cracher sur le coup de main, par exemple, voilà, d'un Tom, d'un Lenny, tu vois, d'un Kimber, d'un Marvin. Et les gars, on s'appelle. Ouais, salut frérot et tout, ça va? Non, non, t'es en train de close, machin. Si je suis en train de close et tout, je vais te dire ouais. Si je suis pas en train de close, je dis non, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, je peux t'appeler tout. Vas-y, on se call. Paf, 1 minute. 1 minute seulement suffit. Paf, t'as la hype. T'as la bah. Et puis après, tu pètes des scores. Voilà. Non, c'est sûr. En tout cas, merci pour ce commentaire, Kimber. C'est vraiment trop important. C'est vraiment trop important d'avoir une bonne cohésion d'équipe parce que c'est exactement comme ça qu'on va pouvoir aller exploser les scores et surtout qu'on va pouvoir aller défoncer la team qu'on a à côté. OK? Et je partage un dernier point. Après, on se laisse sur ça. Mais c'est pour vous dire à tout le monde que la roue tourne toujours. OK? Que c'est pas parce que vous êtes sur une phase où pendant une journée ou deux, vous closez pas trop que vous n'allez pas closer le reste du challenge. OK? Moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois que pendant une journée et demie, ça close pas. Et je vais vous prendre l'exemple du dernier challenge que j'ai fait avec Marcus en octobre. Premier jour, c'est simple, j'ai encaissé 0. J'ai closé 5 jours sur le challenge. En 4 jours, je suis allé chercher 2 mentorats à 15K et j'ai encaissé 65 000 à peu près en 4 jours. Ça ne veut strictement rien dire. Je vous partage mon expérience, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé à plein d'autres personnes. Je peux même parler de Tom qui pendant 2 jours, il n'a pas closé. Ensuite, il a fait un 15 000 direct, 1500 balles de com. Ça arrive à tout le monde. Donc, faut vraiment pas se décourager. C'est pas parce que pendant une journée ou deux, on close pas qu'après, pendant le reste du challenge, c'est fini. Non, la roue, elle tourne. Vous pouvez pas encaisser pendant une journée. La journée d'après, faire 20 000 d'encaisser et vous faire 2000 balles et ça rattrape votre journée. OK? Et ensuite, une fois que vous encaissez, faut que vous voyez toujours les jours comme ça. OK, aujourd'hui, j'ai encaissé tant, demain, je vais aller chercher les mêmes, voire même plus. Et tous les jours, vous devez vous motiver pour aller chercher plus. Même si vous y arrivez pas parce que, je sais pas, vous étiez un peu moins dedans dans certains calls ou alors parce que potentiellement, vous avez des leads qui avaient moins de budget, ce qui peut arriver. Non, on s'en fout. C'est la DA dans laquelle vous devez être. C'est toujours, je vais chercher le meilleur de moi-même et toujours, je vais chercher le plus haut possible. OK? Et c'est comme ça qu'on va avoir, enfin, que vous allez être tous des tueurs et que l'équipe, ça va être une équipe de choc et qu'on va aller défoncer aussi l'autre team et que surtout pour vous-même, que vous puissiez aller avoir, enfin, que vous puissiez avoir les meilleures commissions possibles à la fin de ce challenge. OK? Est-ce qu'on est good sur ça, l'équipe? Allez, au top. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou quoi que ce soit avant qu'on se laisse ou on est tout bon? On est tout bon? On aura l'enregistrement, Hugo? Yes, bien sûr, bien sûr. Ok, super. C'était lourd, les gars. Bravo. Allez, au top. Merci en tout cas à tous d'être restés jusqu'à la fin. C'était une très bonne montée en compétence. J'espère que ça a aidé tout le monde de revoir vraiment tous les points et puis que je puisse vous partager aussi ma structure sur les calls Marcus. Vraiment, utilisez-la. Elle est très, 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 très puissante et très performante. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message, vous envoyez un message à Hugo, il n'y a aucun problème. Si vous voulez qu'on revoie ça quand on prend des one-one ensemble, on peut. Notez toutes vos questions, toutes vos questions, pardon. Et on peut revoir ça en one-one, il n'y a aucun problème. Et comme ça, derrière, le but, c'est que vous soyez les plus près possible pour ce challenge et que vous allez chercher le top 1. OK? On est good, les gars? Parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Pour ceux qui ont des calls, allez chercher le max de commission. Et puis, on se revoit demain pour une nouvelle montée en compétences. Ciao, ciao l'équipe. Ciao les gars. Ciao, bonne soirée.